12 guerriers se sont aventurés dans la forêt de la mort. Parmi eux se trouvait un guerrier nommé Gilène, qui soudainement a attaqué un de ses coéquipiers, lui blessant l'œil. Cet acte a apporté de la joie à un autre de leurs compagnons. Le héros, visiblement en colère, a confronté Gilène et lui a demandé « Pourquoi ferais-tu cela alors que nous faisons partie de la même équipe ?» Gilène a répondu froidement « 3 de tes amis ont déjà été éliminés de cette forêt, et tu es le prochain. » La peur a consumé le guerrier blessé, alors que Gilène a dégainé son épée et l'a tué. Dans la ville, une jeune femme tentait de s'échapper. Elle monta dans une voiture en direction du port, espérant fuir loin et atteindre la terre légendaire des 7 héros. Pendant son voyage, elle résolut de sécuriser sa liberté et de recommencer. Pendant ce temps, le chef de la garde, Racheb, rassembla les habitants et annonça que quiconque tenterait de fuir la ville serait exécuté. Il leur rappela le décret du leader selon lequel personne n'était autorisé à partir sans permission explicite. Un des condamnés implora la clémence, mais Racheb ne montra aucune indulgence, ordonnant aux gardes d'exécuter les fugitifs en masse. La place fut bientôt trempée de sang. Racheb a alors déclaré que les permis de voyage n'étaient accordés qu'avec l'approbation du chef. La fille qui essayait de s'échapper vers le port a été attrapée par un garde. Racheb s'est approché et a demandé ce qui s'était passé. Le garde a expliqué qu'il l'avait surprise en train d'essayer de fuir dans l'un des carrosses quittant la ville. La fille a essayé d'expliquer à Racheb qu'elle était montée dans le carrosse par erreur. Racheb, avec une expression sombre, a remis en question sa décision, puis a ordonné aux gardes de l'emmener dans la zone ensanglantée où se trouvaient les autres corps, en déclarant que le nettoyage devait se faire d'un seul coup. La fille était submergée par la terreur en entendant cela. Juste à ce moment-là, un jeune guerrier est apparu, l'appelant « Où étais-tu Bibi ? Je t'ai cherché partout. » Il a détaché ses mains de l'emprise des gardes et est parti avec elle. Le garde a appelé, exigeant que le jeune guerrier s'identifie et explique ses actions. Le guerrier a simplement répondu qu'il était son frère et qu'elle s'était simplement perdue. Racheb a regardé le jeune guerrier et a questionné « Comment peut-elle être ta sœur quand je ne vois aucune ressemblance entre vous ?» Le jeune guerrier a répondu « Elle est ma sœur, mais pas de la même mère. » Racheb remarqua alors froidement « Dans ce cas, le nombre de morts va augmenter de 2. » En entendant cela, la fille devint à nouveau terrifiée. Le jeune guerrier suggéra « Résolvons cela autrement » et il dégaina son épée. Avant que quoi que ce soit ne se produise, un homme plus grand apparut derrière eux, saisit les deux par leurs vêtements, et demanda fermement « Où êtes-vous passés, les enfants ?» Tous deux se tournèrent vers lui, surpris et déconcertés. Racheb demanda qui était cet homme grand. L'homme s'approcha de Racheb, désigna le duo comme de simples enfants, et lui offrit discrètement une rançon. Racheb, satisfait de l'offre, les qualifia de gamins difficiles, mais permit leur permettre de partir, en donnant l'ordre aux gardes de les laisser passer. Un des gardes hésita, et questionna la décision de Racheb. Racheb demanda fermement « Tu désobéis à mes ordres ?» Le garde s'excusa rapidement et recula. Les trois partirent ensemble. La fille, Bibi, exprima sa gratitude au grand homme. Cependant, le jeune guerrier, nommé Quin, donna une légère claque à Bibi sur la tête, et la réprimanda pour s'être caché dans une calèche destinée à son plan d'évasion. Il révéla qu'il était dans la calèche voisine, et que ses actions avaient compromis son plan également. Bibi rétorqua avec colère, disant à Quin qu'il devrait lui aussi être reconnaissant envers l'homme qui les avait sauvés. Elle exigea également qu'il arrête de l'appeler Bibi, disant que c'était un nom qu'elle n'aimait pas. L'homme imposant leur dit alors franchement que leur plan d'évasion était voué à l'échec. Car ils étaient mal conçus. Il attrapa Quin par la tête et expliqua qu'il avait payé une somme importante à Racheb pour les sauver. Cet argent était destiné à sa propre évasion de la ville. L'homme exprima sa frustration, déclarant qu'il se fichait de savoir s'il finirait mort ou emprisonné, mais leur imprudence. Les actions avaient ruiné son plan d'évasion bien préparé. Il se tourna vers Quin et demanda sarcastiquement « Tu comprends maintenant, petit héros ?» Quin, confus, répondit « Petit héros. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Le grand guerrier expliqua à Quin, quiconque souhaite traverser de l'autre côté et rencontrer les 7 héros est appelé un petit héros. Quin, irrité, répondit que ce surnom l'agaçait. Le grand guerrier conseilla alors, si ça ne te plaît pas, reste ici, retourne chez toi, et évite de te faire tuer. Sur ce, il commença à partir. Quin appela, lui demandant d'attendre, et demanda s'il connaissait un moyen de s'échapper de la ville. Bibi exprima également son intérêt pour connaître le chemin d'évasion. Le grand guerrier les interrogea. Pourquoi devrais-je vous le dire? Quelle raison avez-vous de vouloir fuir cet endroit? Bibi, triste, avoua qu'elle n'avait plus de famille ici. Elle se souvenait de l'incendie tragique de sa maison et de la perte de ses proches. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, Quin entendit le bruit de pas approchant. Agissant rapidement, il prit Bibi et la jeta dans l'eau. Il se tourna alors vers le grand guerrier et demanda « As-tu une arme ?» Les gardes arrivèrent et déclarèrent qu'ils les avaient encore attrapés. L'un des gardes mentionna qu'ils avaient réussi à échapper à Racheb la première fois en lui offrant une vertu, mais maintenant ils étaient ici, pour confirmer combien de vertus il leur restait. Quin, confus, demanda au grand guerrier « Que signifie vertu ?» Le grand guerrier expliqua « La vertu fait référence à l'argent que j'ai donné à Racheb. Certains résidents le paient au roi pour obtenir la permission de quitter le pays, mais le montant pris dépend de leur richesse.
Le garde réitéra, « Maintenant, nous devons confirmer toutes vos vertus. » Il a ensuite accusé le grand guerrier d'avoir donné à Racheb une quantité importante d'argent et a supposé qu'il en avait beaucoup plus. Le garde a ordonné à ses hommes de les tuer et de saisir toutes leurs possessions. Un des gardes s'est approché de Cain, mais Cain l'a frappé d'un coup puissant avec son épée, laissant le garde vaincu. Le grand guerrier était étonné par la force de Cain et a commencé à se demander qui il était vraiment. Il se rappelait le moment où il espionnait les gardes lors de sa propre fuite et suspectait que Cain pouvait avoir su qu'il était aussi en train de les observer lors de la confrontation avec Racheb. Un garde cria Cain avec colère, exigeant « Comment oses-tu tuer les gardes du roi ?» et ordonna aux autres de le tuer. 3 gardes avancèrent, mais Cain les élimina rapidement, d'un seul coup de son épée. Il tua ensuite un autre et termina le dernier, avant de jeter leur corps à l'eau. Le grand guerrier était choqué par l'immense pouvoir de Cain et demanda son aide. Il invita également Cain à l'accompagner dans son voyage. Bibi émergea de l'eau, visiblement en colère d'y avoir été jetée. Elle s'approcha d'eux et Cain remarqua « C'est bien que tu sois encore en vie. » Il lui a alors dit qu'ils allaient rejoindre le grand guerrier pour trouver une échappatoire de la ville. Le grand guerrier s'est présenté comme Fid et a demandé à Cain son nom. Cain lui a répondu en lui donnant son nom. Le trio a embarqué sur un bateau en direction d'une taverne isolée cachée le long des voies navigables. Une fois à l'intérieur, Cain, malgré son jeune âge, a commencé à boire abondamment, au grand désarroi de Bibi. Elle a commenté, mal à l'aise, que la taverne semblait loin d'être sûre. Un membre du personnel s'est approché d'elle, commentant l'état de ses vêtements, ce qui l'a détourné du comportement imprudent de Cain. Pendant ce temps, Fid était engagé dans une discussion avec le propriétaire de la taverne. Il expliqua ses intentions d'aider Cain et Bibi à s'échapper avec lui, et commença à négocier un rabais sur leurs frais. Le propriétaire de la taverne, irrité par sa demande, mit en doute son sérieux. Fid, gardant son calme, répondit avec charme, lui conseillant de ne pas laisser la colère ruiner sa beauté. Il lui rappela la grosse somme qu'il avait déjà payée pour assurer leur sécurité. À contre-cœur, le propriétaire de la taverne accepta, bien que, à contre-cœur, en déclarant que ce ne serait pas un problème. Après avoir finalisé les arrangements, Fid s'approcha de Cain et l'informa que le chef des contrebandiers voulait le rencontrer. Il a averti Cain de faire attention et d'éviter de la contrarier. Portant son attention sur Bibi, Fid s'est renseigné sur sa nouvelle tenue. Bibi a expliqué qu'elle avait échangé ses vieux vêtements contre un ensemble donné par un des employés de la taverne. Pendant ce temps, Cain a rencontré le chef des contrebandiers dans un coin faiblement éclairé de la taverne. Elle est allée droit au but, demandant s'il avait l'intention de traverser de l'autre côté. Cain, dégageant de la confiance, a affirmé qu'il pouvait réussir cet exploit sans son aide. Le chef des contrebandiers a répondu avec un sourire en coin, déclarant que bien qu'il puisse traverser la rivière, il ne rencontrerait jamais les 7 héros. Elle a révélé que les 7 héros resteraient dans la forêt pendant 2 jours, travaillant à prévenir une guerre civile imminente. Cette révélation laissa Cain stupéfait, ses pensées s'emballant à la perspective que les 7 héros soient à sa portée. À leur insu, Racheb se cachait à proximité, observant la taverne de près avec un grand contingent de gardes. Il entra dans le bâtiment, sa présence attirant l'attention de la salle. D'une voix tonitruante, il déclara qu'il avait reçu des rapports impliquant la taverne dans des opérations de contrebande, et annonça que tous les présents seraient inspectés. Demandant à voir le propriétaire, il attendit que le tavernier s'avance et nia hardiment les allégations. Elle défia Racheb de fournir des preuves pour étayer ses affirmations. Racheb fit signe à un informateur, qui s'avança, et révéla le rôle de la taverne dans des activités de contrebande. Cette trahison mit en colère le propriétaire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Racheb ordonna aux gardes de faire taire l'informateur de manière permanente. Sans hésitation, un garde exécuta l'homme sur le champ, intensifiant encore la tension dans la pièce. Racheb se tourna de nouveau vers les clients rassemblés, et déclara froidement qu'ils seraient tous arrêtés. À son signal, le chaos éclata alors que les gardes commençaient leur assaut. Fid, déterminé à protéger Cain et Bibi, se battit vaillamment, mais la force écrasante rendait difficile de tenir sa position. Au milieu de la confusion, Bibi fut capturée par Racheb. La tenant fermement, Racheb se moqua d'elle, lui rappelant que c'était la 2e fois qu'elle tombait entre ses mains. Il déclara avec une sombre finalité que cette fois, il n'y aurait pas d'évasion. Son exécution, proclama-t-il, servirait de leçon à tous ceux qui osaient défier l'emprise de fer de la ville. Entendant la déclaration sinistre de Racheb, Fid appela Cain, l'exhortant à agir rapidement. Cain sauta sur un navire voisin suspendu par des cordes, les coupant avec une précision rapide. Le navire s'écrasa sur les gardes en dessous, provoquant le chaos. De nombreux gardes furent blessés par l'impact, y compris Racheb, qui fut contraint de relâcher son emprise sur Bibi. Avant qu'elle ne touche le sol, Valette, le propriétaire de la taverne, la rattrapa. Alors que la poussière retombait, Cain scruta la scène et demanda combien de gardes restaient. Racheb, furieux et défiant malgré ses blessures, proclama que les actions de Cain représentaient un défi direct aux forces des 7 héros et à leur chef. Le chef s'élevait. Imperturbable, Cain répondit, « C'est exactement ce que je voulais. » Un garde se précipita vers lui, mais Cain s'occupa rapidement de l'attaquant, le fendant d'un seul coup, net et précis.
Quint tourna rapidement son attention vers Bibi. Valette lui assura qu'elle n'était pas blessée, mais qu'elle avait perdu connaissance à cause de l'épreuve. Alors que Quint se retournait vers Racheb, son regard intense déstabilisa le commandant blessé. Submergé par la peur, Racheb s'enfuit, se retirant en sécurité dans ses quartiers. Une fois seul, Racheb trembla alors que la gravité de la situation s'est installée, murmurant pour lui-même. Il craignait que signaler son échec au chef Shelvet puisse lui coûter la vie. Son anxiété grandit alors que les gardes survivants arrivaient, cherchant des réponses concernant leurs camarades tombés. Désespéré de reprendre le contrôle, Racheb ordonna aux gardes de sonner l'alarme et déclara l'état d'urgence, déterminé à capturer les fugitifs. De retour à la taverne, Quint insista pour qu'il s'enfuit immédiatement. Valette tenta de le dissuader, avertissant que la sonnerie attirerait une sécurité renforcée à toutes les sorties. Cependant, Quint resta résolu, soulignant l'urgence d'atteindre les 7 héros avant qu'il ne passe à autre chose. Il jeta un coup d'œil à la nuit éclairée par la lune et remarqua que c'était le moment parfait pour fuir. Valette hésita, perdu dans ses pensées alors que des souvenirs d'un certain guerrier refaisaient surface dans son esprit. Après un moment, elle accepta d'aider, révélant un chemin d'évasion caché dont les gardes n'avaient pas connaissance. Le groupe se mit en route, guidé par Valette à travers le chemin clandestin. Pendant ce temps, Racheb fortifiait la ville, ne laissant aucune pierre non retournée dans ses efforts pour bloquer chaque échappatoire possible. Avec un éclat sinistre dans les yeux, il murmura, le moment est venu de attraper les rats. Un homme nommé Ranger s'est approché de Racheb, l'avertissant d'agir rapidement avant que ses cibles ne disparaissent. Racheb, désespéré d'obtenir des résultats, a supplié Ranger de l'aider. Amusé, Ranger a demandé à Racheb s'il comprenait le coût de ses services. Racheb, aveuglé par son désespoir, lui a assuré qu'il paierait n'importe quel prix pour capturer les fugitifs. Alors que Quint, Faïd, Bibi et Valette avançaient rapidement par la route d'évasion, la tension montait. Faïd a remarqué que Quint traînait et a commenté sa fatigue apparente. Quint a admis que les espaces confinés le dérangeaient, et qu'il avait besoin de voir le ciel ouvert pour se sentir à l'aise. Valette le rassura, mentionnant qu'ils étaient maintenant loin de la ville. Elle révéla que la zone qu'ils traversaient était considérée comme un sanctuaire pour les sorciers autrefois, un endroit qu'elle avait découvert après avoir perdu son foyer. Soudain, de petites créatures émergèrent des ombres et se jetèrent sur Valette. D'un coup rapide et précis, elle les élimina, dispersant le reste dans la peur. Alors que les créatures fuyaient, Valette révéla une mystérieuse connexion avec elle, laissant entrevoir un secret plus profond. Quint, impressionné par sa prouesse, la complimenta sur son épée, la qualifiant d'extraordinaire. Valette a rejeté les éloges, faisant remarquer que manier une arme lui venait plus naturellement que de boire. Elle informa ensuite le groupe que le chemin à venir menait à un réservoir d'eau souterrain, et les dirigea vers un navire qui pouvait les mener à la sécurité. Alors qu'ils continuaient, le groupe rencontra une bête massive et terrifiante. Valette se figea de peur, révélant que la créature entrait la région depuis 3 ans. La bête rugit et commença à leur lancer de grosses pierres, forçant le groupe à se disperser. Quint, toujours courageux, sauta vers la bête et frappa sa tête avec son épée. Mais l'attaque n'a eu aucun effet. En représailles, la créature l'a attrapé et l'a projeté contre un mur, le laissant gravement blessé. Valette, en panique, a déclaré que le monstre était imbattable. Fid a exhorté Valette à rester calme, car il avait remarqué un navire se déplacer au-dessus. Il a crié au groupe qu'il devait y monter immédiatement. À ce moment-là, Bébé a repris conscience. Désorienté, demandant si elle était encore en vie. Fid, avec un air grave, a répondu « J'en doute, vu ce que nous affrontons ». Se tournant vers la bête, Bébé a éclaté en larmes, tremblant de peur alors qu'elle s'accrochait à Fid. Frustré, Fid exigea que Valette révèle un autre chemin d'évasion, lui rappelant le paiement considérable qu'il avait fait pour leur sécurité. En larmes, Valette admit qu'il n'y avait pas d'autre issue, déclarant leur plan un échec. La bête, remarquant son détresse, ricana, cette fille qui pleure a l'air délicieuse, et se jeta sur eux. Refusant d'abandonner, Fid frappa la bête avec son arme, la repoussant brièvement. Se tournant vers Valette, il déclara qu'il ne se rendrait pas, même si elle l'avait fait. Avec détermination, il lança son arme sur la jambe de la bête, la faisant trébucher, et provoquant sa chute au sol. La victoire fut éphémère, car la bête se redressa rapidement, riant et les provoquant, en disant que cette chute n'était rien de plus qu'un inconvénient. Non découragé, Fid sauta dans les airs avec Bébé sur son épaule, et frappa la tête de la bête. La blessure précédente causée par l'attaque de Quinn s'aggravait maintenant. Encouragé par cela, Fid tenta un autre coup, mais la bête attrapa son arme, et l'utilisa pour écraser Fid contre un mur. L'impact fit tomber Bébé de ses bras. Fid, ensanglanté et blessé, lutta pour se remettre. Valette a agi rapidement, courant pour attraper Bébé en plein vol, la sauvant d'une chute mortelle. La bête se moquait d'eux, déclarant que leurs efforts étaient vains. Malgré ses blessures, Fid leva les yeux vers le navire, et exhorta le groupe à embarquer avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, une lumière mystérieuse apparut près de Quinn, attirant l'attention de tous. Fad, plissant les yeux, se demanda à voix haute, quelle est cette lumière? Quinn descendit d'en haut, atterrissant directement sur la tête de la bête, avec un sourire confiant. Merci d'avoir brisé le plafond et de laisser entrer l'air ici, dit-il, taquinant la bête. La créature l'a frappé, mais Quinn a esquivé avec agilité et s'est lancé à nouveau dans les airs. Avec un coup puissant, il a porté un coup dévastateur à la tête de la bête.
la fendant en deux et la tuant. Alors que la bête tombait sans vie, Queen s'est tournée vers Feed et a crié « Allons Ifid !» Avant que le vaisseau ne parte. Juste au moment où il se déplaçait pour aider Feed, Queen a été frappé par une attaque surprise. Se tournant pour faire face à la nouvelle menace, il a vu Racheb debout avec une expression satisfaite, accompagné du ranger Racheb, riant triomphalement. Il a annoncé « Le ranger est avec moi maintenant, et il manie une épée magique. Avec cela, je rendrai la justice à cette terre en la débarrassant de rats comme vous. » Feed fut choqué de voir que Ranger possédait une épée magique. Bébé entendit soudain un bruit étrange et, confus, demanda ce que c'était. Queen, ressentant la même chose, fit remarquer le bruit inhabituel et grimaça de douleur. Racheb se tourna vers Queen et dit « Ce guerrier était autrefois comme vous. Mais après avoir été témoin de notre force, il a changé de camp et nous a rejoints. » Balette s'adressa à Ranger, l'accusant d'être un ancien contrebandier, et le réprimandant pour ce qu'il faisait. Racheb, imperturbable, rétorqua « C'est vous qui devez avoir honte de voler l'État. Tu pourrais plutôt nous rejoindre. » Il ordonna alors à Ranger de mettre fin au combat et de les tuer. Ranger accepta et se prépara à attaquer, libérant une frappe massive. Cependant, Queen s'avança, bloquant le coup. La fumée remplit l'air, et quand elle se dissipa, Queen fut révélé, épuisé, mais debout, fort. Racheb était stupéfait et ne pouvait cacher sa surprise. Queen avertit Ranger de ne pas utiliser l'épée à nouveau, et se demanda pourquoi une telle arme était brandie. Racheb se moqua de Queen, affirmant qu'il avait peur de l'épée magique. Pendant ce temps, Bébé mentionna que Queen pouvait entendre le son étrange. Balette lui demanda « Quel son ?» Bébé expliqua que c'était la voix d'une fée piégée dans l'épée. Et que son son pouvait tuer quiconque se trouvait sur son passage. Racheb rit sombrement, déclarant que leur mort était imminente, et qu'ils allaient bientôt devenir des cadavres. Mais à la surprise de tous, Ranger abaissa son épée, et se mit à s'éloigner du combat. Racheb, confus, demanda où il allait. Ranger répondit « Racheb, essayant de l'arrêter, insista qu'il ne restait qu'un coup à Queen pour être vaincu. Ranger a contre-attaqué, à contre-cœur. Racheb était d'accord. Ranger a lancé une autre frappe puissante, et, bien que Queen ait tenté de la bloquer, il a échoué. La force de l'attaque l'a projeté contre un mur, créant un profond cratère. Racheb, observant les conséquences, a dit, donc, Queen est maintenant coincé dans ce trou, et a dit à Ranger que sa mission était accomplie, le renvoyant. Pendant ce temps, Bid est sorti de derrière un rocher et a informé Balette et Bébé qu'ils devaient monter à bord du vaisseau pour sauver quelqu'un. Bébé, inquiète, a demandé des nouvelles de Queen. Bid l'a rassuré en disant que Queen avait repris conscience et avait demandé où il était. Racheb est apparu et a expliqué qu'il l'avait amené ici, ajoutant qu'il avait réalisé que Queen tirait son pouvoir de la lune. Racheb a également révélé qu'ils étaient maintenant dans la partie la plus profonde de la ville, où il avait intentionnellement amené Queen. Quelques instants plus tard, plusieurs redoutables guerriers sont apparus. Racheb a informé Queen que ces guerriers étaient des frères des combattants sacrés et qu'il avait rassemblé les meilleurs des guerriers pour l'affronter, malgré son jeune âge. Racheb a suggéré avec moquerie que Queen devrait le considérer comme un fou pour aller à de telles extrémités pour combattre un enfant, exprimant un regret sarcastique d'avoir intimidé quelqu'un d'aussi jeune. Cependant, son ton était rempli de colère et de mépris. Queen a commencé à se remémorer un moment de son passé, lorsqu'Ergonak l'avait encouragé à poursuivre sa mission, malgré ses larmes. Ergonak avait dit. Revenant à présent, Queen s'est recentré, juste au moment où les guerriers l'ont attaqué par-dessus avec leurs armes. Il esquiva habilement l'attaque en sautant dans les airs, puis riposte, visant l'un d'eux. Cependant, le guerrier bloque la frappe de Queen avec facilité. Queen sourit en coin et dit. Dans ton temps libre, détruis-le complètement. Un des guerriers rit en disant. Souriant, il leur dit, je n'ai pas perdu mon temps avec vous. Puis il se tourne et court vers Racheb. Racheb, réalisant le danger, commence à courir, avec ses gardes qui poursuivent Queen pour protéger leur chef. Cependant, Racheb trébucha et tomba au sol, se tenant au-dessus de lui. Queen était prêt à l'affronter, mais les gardes s'approchèrent rapidement. En réponse, Queen frappa le sol avec son épée, libérant une puissante onde d'énergie qui tua tous les gardes avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Racheb, choqué par le pouvoir de Queen, demanda, Queen expliqua. Je suis passé par ici il y a longtemps. Je connais chaque centimètre de cet endroit. Il révéla qu'Ergunek l'avait informé sur les anciennes guerres et les pièges qui restaient dans la région. Ergunek lui avait demandé de mémoriser leurs emplacements. Queen se tourna alors vers Racheb et déclara, je sais exactement ce qui se cache derrière cette porte. Il poussa Racheb, l'utilisant pour ouvrir la porte. À l'intérieur, le groupe rencontra le haut moine, qui demanda, que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Le moine proclama, c'est l'endroit le plus sacré. Personne, pas même les 7 guerriers, n'a le droit d'entrer ici.
Ignorant les paroles du moine, Queen s'avança davantage. Dans la chambre, son attention fixée sur un grand arbre. Le grand moine se tourna vers Racheb et remarqua, cette énergie magique est celle d'Ergunec. Il était le serviteur des 7 guerriers et est passé par ici avec eux il y a 23 ans. À ce moment-là, lors de la plus grande attaque de l'armée Vishtik, Ergunec a lancé un rituel magique puissant qui a créé les lances de pierre. Queen interrompit, demandant au moine de se taire. Il s'adressa alors à Ergunec, es-tu satisfait de ce que tu entends? On t'appelle le serviteur des 7 guerriers. Pourtant c'est toi qui les as sauvés avec ton sort. N'est-ce pas drôle? Le grand moine, perplexe, demanda à Racheb, qui est ce garçon? Racheb expliqua, c'est l'un des fugitifs qui voulait atteindre l'autre côté, où se trouvent les camps des 7 guerriers. Le moine se tourna vers Racheb, le critiquant, tu es devenu faible dans tes devoirs, tu n'es plus l'homme capable que tu étais autrefois. Queen s'approcha d'Ergunec, demandant, tu me reconnais maintenant, Ergunec? Ça fait longtemps et j'ai complètement changé. Le grand moine interrompit, en exhortant Queen à écouter. Il raconta des événements d'il y a 23 ans, quand il a été témoin du départ des 7 héros en mission, accompagnés de 7 compagnons. Pendant ce temps, les héros ont éliminé 4 traîtres guerriers, qui s'étaient alliés à l'armée Vishtik. Ces traîtres s'étaient infiltrés dans leur groupe. Mais les 7 héros les ont exposés et vaincus. Le moine a également expliqué que les actions des héros dans la bataille contre l'armée Vishtik ont conduit à la construction de la grande muraille qui protège maintenant la ville. Queen se souvenait comment, dans le passé, tout le monde avait abandonné Ergunec. Malgré cela, Queen a juré de rester avec lui et de rencontrer ceux qu'il avait laissés derrière. Le grand moine a continué son histoire, expliquant comment les lances de pierre sont apparues pendant ce temps fatidique. À l'époque, il n'était qu'un simple marchand, émerveillé par les événements qui se déroulaient devant lui. Il a compris la vérité de ce qui s'était passé et a construit cet endroit sacré pour l'honorer. Le moine a ajouté que le guerrier Shamilatov avait pour mission de protéger l'Empire. Queen a ri et s'est adressé à Ergunec. N'est-ce pas drôle que Shamilatov soit devenu un noble? Même après être revenu il y a 20 ans, il se vantait avec fierté que l'empereur faisait confiance à un voleur comme lui. Je me souviens de lui se pavanant avec confiance, et je riais de lui. Maintenant, il doit attendre avec impatience ce qui va se passer ensuite. Tout en essayant de cacher la vérité, ils ont acclamé alors que ils m'ont trempé, moi et mes amis, dans le sang à l'époque. La colère consumait Queen alors qu'il se souvenait, et il déclara à Ergunec qu'il partirait maintenant. Il reconnut les contributions d'Ergunec à la protection de l'Empire, mais insista pour qu'on lui permette de passer. Dégainant son épée, il se prépara à agir. Le haut moine, choqué par les actions de Queen, demanda ce qu'il faisait et ordonna à Racheb de l'arrêter immédiatement. Racheb admit que même les guerriers ne pouvaient pas arrêter Queen. Le haut moine, furieux, saisit Racheb et lui ordonna de tuer Queen. Le moine lança alors des flèches sur Queen, mais Queen les dévia sans effort. Avec un coup puissant de son épée, Queen fendit le sol, libérant une force énorme. Pendant ce temps, Faïd, Bibi et Valet, qui avaient échoué à monter à bord du navire, se retrouvèrent poursuivis par des gardes. Soudain, une énorme explosion secoua la zone. Le haut moine et Racheb, surpris, regardèrent la destruction se dérouler. Le lieu sacré s'effondra, et le sol s'écroula, faisant pleuvoir des pierres. Racheb se cacha derrière le moine pour se protéger du danger. Faïd observa les conséquences et remarqua que les lances de pierre avaient disparu. Submergés par la peur, les gardes ont laissé tomber leurs armes et ont fui. Voyant cela, les habitants de la ville ont saisi l'occasion, se précipitant en masse de l'autre côté pour échapper au chaos. Queen se souvenait des mots d'Ergonac, prononcés il y a longtemps, quand il avait partagé tous les secrets de cet endroit. Ergonac avait demandé à Queen de partir et de rejoindre les autres guerriers, insistant pour qu'il reste derrière pour protéger la ville. Cela a surpris Queen, qui ne s'attendait pas à ce qu'Ergonac prenne une telle décision. Ergonac a alors utilisé son pouvoir pour protéger la ville de tout autre mal. Sous les décombres, Racheb est apparu, meurtri et désespéré. Il a demandé de l'aide à Ranjar, lui offrant de l'argent en retour. Racheb a affirmé que le haut moine était mort, et que l'autorité sur la ville reposait désormais entre ses mains. Cependant, un groupe de villageois enragés est apparu, déterminé à tuer Racheb. Ranjar, désintéressé par le sort de Racheb, s'est éloigné, le laissant faire face aux gens seuls. Pendant ce temps, les gardes restants ont essayé de s'échapper sur le navire. Faïd, agissant rapidement, a lancé une corde, tirant les gardes vers le bas et empêchant leur fuite. Montant lui-même à bord du navire, Faïd l'a mis en mouvement. Frustré, il remarqua qu'il ne pouvait pas rattraper l'autre navire non plus. Valette, observant le chaos, déclara que ses jours de contrebande étaient terminés. Bibi, cependant, ressentait une profonde tristesse pour Queen, croyant qu'il avait été laissé derrière. Juste à ce moment-là, Queen apparut, chevauchant un dragon et s'élevant dans le ciel à leur côté. Son apparition soudaine laissa tout le monde stupéfait. Au milieu de la destruction, l'un des habitants s'exclama que les lances de pierre avaient été détruites. Un chevalier rassura les gens, leur disant de ne pas s'inquiéter, et leur rappelant que les 7 héros étaient présents pour les protéger. Les 7 héros apparurent alors, leur leader s'adressant à Shemilotov. Il lui a dit de ne montrer aucune peur. Shemilotov, essayant de rester calme, a répondu « Compris, mais la vue du ciel est vraiment terrifiante. » Queen, sur le dragon volé, continuait de voler au-dessus. La prêtresse regardait les lunes au-dessus, des larmes coulant sur son visage.
Leur alignement, pour elle, était un mauvais présage, annonçant un avenir sombre. Pendant ce temps, Queen, chevauchant le dragon volé, poursuivait son voyage vers la ville des 7 héros. Soudain, un grand vaisseau aérien s'est approché d'en haut, tentant de le percuter. Bien qu'il ait raté sa cible, 2 des 7 héros lui ont tiré des flèches, le frappant et le faisant tomber au sol à côté de son dragon. Blessé, mais déterminé, Queen se releva, les yeux fixés, sur la grande forteresse où résidaient les 7 héros. Prêts à entrer, les 7 héros sortirent du grand château et s'approchèrent de Queen. Au moment où il vit Ghislaine, Queen attaqua, poussé par des souvenirs de trahison passée. Cependant, son assaut fut interrompu lorsqu'un des 7 l'immobilisa avec ses pouvoirs. Luttant contre la paralysie, Queen ne put se libérer. Les guerriers au-dessus descendirent et le lièrent fermement, avec des cordes, s'assurant qu'il ne pouvait pas bouger du tout. Les habitants de la ville, témoins de la scène, devinrent agités et commencèrent à crier pour que Ghislaine tue Queen. Ghislaine s'adressa à la foule, disant « Je ne tuerai pas ce garçon. Peut être a-t-il beaucoup souffert sous les conditions difficiles qui frappent toutes nos terres. Il est venu ici parce qu'il ne pouvait plus supporter la vie derrière les murs. » Sur ce, Ghislaine épargna Queen et s'éloigna avec les autres 7 héros. La foule, émue par les paroles de Ghislaine, commença à l'acclamer et à le louer. Queen, cependant, pensa amèrement en lui-même, c'est exactement ce que tu voulais. Iland, gagner la faveur du peuple. Les terres, les guerriers, tout. Tu te feras le roi unique tout en nous peignant comme des traîtres pour cacher la vérité. Le visage de Queen montrait des signes de défaite et de chagrin. Alors qu'il s'éloignait, seul et accablé par le désespoir. En errant, il fut soudain pris au dépourvu, par une guerrière chevauchant un dragon au-dessus de lui. La guerrière attaqua, et son dragon saisit Queen dans ses mâchoires. Dans le ciel à proximité, Fahad, avec Bibi et Valette, volaient dans leur vaisseau aérien. La cavalière de dragon entra en collision avec leur navire, le secouant violemment. Fahad aperçut Queen piégée dans les mâchoires du dragon et lança immédiatement un attaque sur la cavalière, la percutant et forçant toutes les deux à s'écraser au sol. Au sol, la guerrière attaqua Queen, mais Bibi intervint pour bloquer son chemin. La guerrière avertit Bibi de s'écarter ou de faire face à la mort, mais Bibi resta ferme, déclarant « Je ne m'écarterai pas. Il m'a sauvé la vie auparavant, et je lui dois tout. » La guerrière, inflexible, menaça de tuer Bibi en premier si elle ne bougeait pas. Lorsque Bibi refusa toujours, la guerrière la frappa avec le plat de son épée, la faisant tomber au sol. Bibi tomba sur le corps inconscient de Queen, essayant désespérément de le réveiller. De derrière, Fahad observait le guerrier et pensait qu'il reconnaissait sa tenue. Alors que la guerrière levait son épée pour frapper Queen, Fahad s'écria, s'adressant à elle comme à une princesse. Surprise, la guerrière se retourna et demanda à Fahad « Que fais-tu ici ?» Fahad répliqua avec sa propre question « Pourquoi portes-tu une armure de combat ?» Il exigea ensuite de savoir pourquoi elle essayait de tuer Queen. La princesse expliqua ses raisons, et Fahad, choqué en entendant toute l'histoire, s'exclama « Tu dis que Queen a tué Lord Carotte. » La princesse a averti Fahad de s'écarter et de regarder alors qu'elle vengeait son frère. Elle se préparait à frapper, et juste au moment où son épée s'approchait de Bibi, qui protégeait Queen, il reprit conscience et repoussa la lame loin du corps de Bibi. La princesse, confiante dans sa visée, se préparait à une autre attaque sur Queen, mais il réussit à l'esquiver. En réponse, Queen porta une contre-attaque, brisant le masque de la princesse et la laissant vulnérable. Plaçant son épée contre son cou, il s'arrêta avant de lui faire du mal. La princesse tremblait de peur avant de s'effondrer au sol, accablée. Queen, épuisée par le combat, également, est tombée au sol, trop fatiguée pour continuer. Le groupe a décidé de l'emmener dans un village voisin pour soigner ses blessures. Au village, un groupe de guerriers est arrivé, suscitant l'inquiétude du chef du village. Leur chef a rassuré le chef du village, promettant de protéger le village et de veiller à ce qu'aucun chaos ne se produise sous leur surveillance. Pendant ce temps, Bibi, explorant le village, a été abordé par un garçon qui partageait ses traits et son ethnie. Il lui a pris la main et a demandé son nom. Bibi l'a regardé avec surprise et a noté sa ressemblance avec elle. Valette est rapidement arrivée, inquiète pour Bibi, et a également étonnée de combien le garçon lui ressemblait. La mère du garçon est alors apparue et a reconnu Valette, la remerciant pour avoir aidé leur famille à s'échapper de l'autre côté. Elle a expliqué que la vie était bien meilleure ici, surtout depuis qu'un des 7 héros les protégeait. Valette était profondément touchée par leur gratitude et a commencé à pleurer. Le garçon, qui s'appelait Zef, a invité Bibi à les rejoindre, expliquant qu'ils étaient en train de construire un nouveau village pour leur peuple, et espéraient s'étendre et gagner en notoriété. Bibi semblait en conflit et incertaine de la façon de répondre. Pendant ce temps, Quin commençait à reprendre conscience. Il a entendu la princesse dire à Faïd qu'elle devait tuer Quin pour venger la mort de son frère. Elle se demandait pourquoi Faïd soutenait Quin au lieu de soutenir Lord Karat. Faïd expliqua qu'il n'avait jamais détesté Lord Karat, ni douté de sa loyauté. Mais chercher vengeance était inutile. Quin interrompit, leur disant qu'il pouvait le tuer si c'était ce qu'il voulait. Il lança son épée vers eux, les invitant à mettre fin à sa vie. Faïd, cependant, donna un coup de poing à Quin, frustré par son désespoir. « Pourquoi portes-tu une telle expression de défaite, toi, guerrier incroyable ?» demanda Faïd. Il se pencha plus près de Quin et lui dit qu'il y avait encore une mission qu'il devait accomplir, sauver la princesse Sharon, la sœur du Lord Karat.
Faïd raconta comment il avait été chargé de protéger Sharon, lors d'une mission diplomatique pour négocier avec l'armée voisine. Cependant, ils furent attaqués par des bandits qui l'ont enlevé. Faïd admit qu'il avait besoin de la force de Cain pour la sauver. Il le supplia, insistant sur le fait que Cain était le seul capable d'accomplir cette mission. Au début hésitant, Cain affirma qu'il ne pouvait pas le faire. Faïd lui rappela ses exploits passés, comme la destruction des prisons. Accent aigu effrayant les rebelles à lui seul, et même démontant les lances en pierre. Il a soutenu que sauver la princesse ne lui ferait pas de mal et a ajouté, si tu veux vraiment mourir aux mains de la princesse Ahatz, fais-le après avoir sauvé Sharon. La supplication de Faïd a touché Cain, et il a finalement accepté. Juste à ce moment-là, Bibi est arrivée avec une boisson pour aider Cain à retrouver sa force. Cain l'a regardé avec surprise, et elle a demandé ce qu'il pensait de ses nouvelles vêtements, que la mère de Zeph avait fait pour elle. Bibi lui a alors parlé de l'invitation de Zeph à rejoindre leur nouveau village, mais elle a assuré Cain qu'elle ne le laisserait pas dans son état actuel. Le massif guerrier, Grand Bain, est apparu et a chaleureusement salué Bibi. Bibi a répondu avec un sourire et l'a présenté à Cain. Grand Bain a observé Cain et a commenté, « Tu es un jeune homme bien aimable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de ta lignée auparavant, et il est clair que tu as enduré beaucoup de difficultés pour arriver ici. Ton voyage a dû être éprouvant. » Faïd, en voyant Grand Bain, a immédiatement montré de la colère. Dans la forêt voisine, un groupe de bandits retenait plusieurs femmes en otage, se préparant à les remettre à quelqu'un. Zeph est soudainement apparu, et l'un des bandits a crié, « C'est encore ce garçon. Nous devrions nous débarrasser de lui. » De retour avec Faïd, il a lancé son arme vers Grand Bain, lui liant les mains. Surpris, Grand Bain a demandé pourquoi cette attaque soudaine. Faïd, en colère, a voulu savoir où était la princesse Sharon, accusant Grand Bain de collaborer avec les bandits. Grand Bain a nié ces accusations, affirmant qu'il n'avait aucune idée de ce dont Faïd parlait. Faïd a refusé de reculer, insistant pour dire qu'il avait vu les bandits remettre la princesse Sharon à Grand Bain après leur débarquement du navire. Grand Bain a essayé de le calmer, suggérant qu'ils discutent, mais Faïd était inflexible, reprochant à Grand Bain de faire semblant de protéger le peuple, tout en aidant secrètement à l'enlèvement de femmes et de jeunes filles. Grand Bain, profondément offensé, répliqua, « Je ne vous laisserai pas nous accuser de telles choses. Nous sommes les protecteurs du peuple, comme des anges zélés envoyés pour garder la terre. » Faïd répliqua, « Des anges zélés. Tu ressembles plus à une pieuvre. » Grand Bain, visiblement blessé et en colère, s'écria, « Pourquoi m'appelles-tu comme ça ?» Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il se libérait de la corde qu'il attachait à Faïd. À ce moment-là, Zeph courut vers Grand Bain, implorant son aide alors que 3 hommes le poursuivaient à travers la forêt. Grand Bain élimina rapidement les 3 poursuivants. D'un seul coup, à la grande surprise de Zeph, Zeph remercia Grand Bain pour sa force et l'encouragea à le suivre plus profondément dans la forêt, expliquant qu'il y avait quelque chose de dangereux à proximité. Avant qu'il ne puisse avancer, d'autres bandits apparurent. Les entourant, le chef des bandits exigea que Zeph soit remis, menaçant de tuer tout le monde s'il refusait. Grand Bain, imperturbable, dégaina son épée et déclara, « Regardez-moi de près. Je suis le commandant des 100 guerriers, le plus loyal au commandant Vargo des 1000 soldats. Personne n'ose causer des problèmes sous ma surveillance, à moins qu'il ne veuille affronter la mort par ma lame. » Un des bandits murmura, « C'est un des gardes de Vargo. Je pensais qu'il ne servait que les nobles. » Le chef des bandits, sans impression, dit, « S'il travaille pour Vargo, ça sera facile. » Il révéla alors sa propre épée. Grand Bain fut surpris. Pourquoi un voleur comme toi porte-t-il l'insigne de Vargo? Ce n'est réservé qu'aux officiers d'élite, et ton poignard est même plus grand que le mien. Le chef des bandits esquissa un sourire et expliqua que nous agissions sur ordre de Chamilitev lui-même. Il taquinait Grand Bain, disant que personne n'oserait leur faire du mal, peu importe leur crime. Grand Bain refusa de le croire, le qualifiant de mensonge. Mais le chef des bandits brandit l'insigne du poignard et dit, « Attaquez-nous. Et vous désobéirez à votre commandant. Remettez immédiatement le garçon. » Zeph, tremblant de peur, regarda Grand Bain pour obtenir de l'aide. Grand Bain, partagé et rempli de tristesse, ordonna aux bandits de se taire. Alors que 2 bandits s'approchaient de Zeph pour l'attraper, Queen apparut soudainement, chargeant contre eux avec son épée. D'un mouvement rapide, il les frappa, choquant tout le monde présent. 3 autres voleurs attaquèrent Kinzel, mais Kinzel les tua d'un seul coup. Le chef des voleurs était stupéfait et demanda, « Qui est ce garçon ?» Kinzel regarda le chef et dit, « Ils sont morts, et cela ne signifie rien pour moi. » Le chef des voleurs montra à Kinzel un blason et lui dit que cela ne l'effraierait pas. Kinzel frappa le blason, le fendant en 2 morceaux, puis coupa la main du chef. Le chef supplia Grand Bain de l'aider, disant qu'ils faisaient tous 2 partie des 7 héros. Grand Bain répondit, « Non, je ne t'aiderai pas. Je ne comprends même pas pourquoi les 7 héros ont donné un blason comme ça à quelqu'un comme toi. » Le chef des voleurs lui a averti, « Tu regretteras ce que tu as fait. » Fargo est arrivé et a demandé, « Que se passe-t-il ici ?» Tout le monde a été surpris de voir Fargo. Graben a dit, « Mon frère aîné, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Le chef des voleurs a couru vers Fargo pour se protéger. Mais Fargo l'a frappé avec son épée et a dit à Graben de ne pas l'appeler frère aîné, en public, car ils avaient convenu de garder cela secret. Le chef des voleurs a essayé de parler à Fargo. Mais Fargo l'a poignardé avec son épée, le tuant. Fargo a ramassé la devise et a dit qu'elle appartenait au noble et qu'elle était aussi à lui. Il a exprimé sa tristesse d'avoir été volée chez lui.
Graben a dit, voilà l'histoire, et a ajouté que, il était sûr qu'il ne collaborait pas avec les voleurs. Fargo a remercié Kinzel et a demandé son nom. Kinzel s'est présenté, et Fargo l'a félicité pour avoir arrêté les voleurs et prévenu d'autres crimes. Graben a également remercié Kinzel, disant, tu as fait un excellent travail. Bébé a commencé à pleurer et a dit à Kinzel que tout le monde était maintenant en sécurité, le serrant dans ses bras tout en pleurant. Fargo leur a dit qu'il enverrait ses hommes nettoyer les corps puis est parti. Vid lui a crié en disant qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il n'aurait pas remis la princesse, affirmant l'avoir vu emprisonné sous la garde de Fargo. Fargo a répondu qu'il ne pouvait pas discuter de sujets secrets, mais lui a assuré qu'il avait des informations pour protéger les princesses et les nobles de haut rang afin de les garder en sécurité. Il a promis d'organiser une rencontre et lui a rappelé qu'il était le commandant des armées des 7 héros, ce qui signifie qu'il n'avait pas disparu mais qu'il séjournait à la maison du maire. Valbey a dit qu'elle verrait la princesse bientôt. Vid a répondu que si tout se passait bien, il la rencontrerait. La princesse, et son voyage toucherait enfin à sa fin. Bébé exprima sa tristesse, disant qu'il se séparerait demain. Dans la forêt, Groban vainquit les derniers voleurs et libéra les captifs, qui avaient d'abord peur de son apparence. Graben leur rassura en disant Kinzel et Valbey entrèrent dans une tente, et Valbey dit à Kinzel qu'elle partirait, avec les personnes qu'elle avait aidées à s'évader auparavant. Kinzel répondit. Pendant ce temps, Fad et Ao se dirigèrent vers la résidence du maire pour confronter Fargo. Cependant, avant de pouvoir l'atteindre, ils furent attaqués par un groupe d'hommes. Les yeux de Fad s'élargirent de choc. Fad réagit immédiatement, frappant le premier qui se jeta sur lui. Sur ce, elle leva son épée et frappa plusieurs des créatures d'un seul coup. Fargo déclara. Ce qui entraîna la libération des captifs. Fargo remercia Ziv au nom de l'armée de la ville, et pensa, en lui-même que ces gens étaient des vermines, mais néanmoins utiles. Ressentant de la colère, il mit son masque. Pendant ce temps, la mère de Ziv dit à son mari que Ziv, il était endormi par exhaustion et ne ressentait rien. Le père répondit. Fargo est entré dans la tente de la famille de Ziv pendant qu'il dormait. Le père de Ziv s'est réveillé, a vu Fargo, et a demandé, soudainement. Une épée ensanglantée est sortie de la tente. C'était l'épée de Fargo après qu'il eut tué la mère de Ziv. Bibi était terrifié. Fargo a alors essayé de tuer le père de Ziv, le traînant hors de la tente tout en couvrant sa bouche pour l'empêcher de crier. Le père de Ziv a réussi à dévoiler le visage de Fargo en enlevant son masque, mais Fargo l'a tué peu après. Kinzel a ressenti quelque chose et s'est dit. Se libérant, Fad et Ao montèrent sur le dragon, et avec une dernière frappe chargée d'éclairs d'Ao, ils anéantirent les ennemis restants et s'envolèrent. Grandbain se réveilla de son sommeil, regardant par sa fenêtre. Que se passe-t-il là dehors? Se demanda Théil. Fargo retourna à la tente de Ziv et dit, c'est toi qui dois mourir maintenant. C'est ton tour. Bibi, furieuse, cria à Fargo d'arrêter ce qu'il faisait. Fargo la regarda et dit, alors, tu m'as attrapé. Bibi dit à Fargo, pourquoi fais-tu ces mauvaises choses? Tu nous as promis que tu nous emmènerais dans un nouvel endroit, pour vivre paisiblement et construire un nouveau village pour nous. Fargo lui répondit, je vous ai tous menti, et lui dit, tu es pathétique. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un comme moi, vous humains étranges? Bibi attaqua Fargo avec un grand bâton, mais Fargo lui donna un coup de pied dans le ventre, la faisant cracher du sang et s'effondrer au sol à côté de Zifé. Fargo lui dit, tu as gâché mon plaisir, et lui a dit qu'il n'avait même pas besoin d'utiliser une épée pour les tuer. Puis il a révélé quelques objets de son bras et a tenu les parents de Ziv, ce qui a terrifié Bibi. Ziv s'est réveillé et en ouvrant les yeux, a vu Bibi pleurer. Le monstre a frappé Ziv, le faisant voler, puis a essayé d'attaquer Bibi à nouveau. Mais soudain, Kenzal est apparu et a bloqué l'attaque. Bibi a étreint Kenzal et a pleuré,
lui disant que cet homme avait tué les parents de Ziv. Elle était dévastée par ce qu'il lui avait promis, qu'elle resterait avec eux dans leur nouveau village. Kenza lui a dit qu'il le savait déjà. Puis Kenzal a également révélé quelque chose de son monstre armé, portant une collection d'épées, ce qui a choqué tous ceux qui l'ont vu. Kenzal a dit aux parents de Ziv, « Pardonnez-moi », et déchaîné les épées sur eux, tuant leur monstre. Fargo était stupéfait et a dit à Kenzal, « Arrête, je travaille pour Shimultivan, et personne ne peut me nuire. » Kenzal lui a tiré une flèche, lui coupant le bras droit. La princesse, avec Vadé, est descendue et a vu Kenzal d'en haut. Ils ont atterri près de lui. Kenzal a dit à Fargo, « Comment as-tu pu promettre les humains une vie meilleure et ensuite se moquer de leurs sentiments ?» Fargo a ri et a dit, « Qui s'en soucie ?» Kenzal a répondu, « Cette terre a été le témoin d'une bataille décisive, où les forces de Fichtik se sont affrontées, et l'empereur a établi son camp. Des soldats ont combattu et sont morts ici pour cette terre. » Il a fait une pause pour se rappeler ce qui s'était passé, puis a dit avec colère à Fargo, « Cela satisfait le chef militaire qui est censé protéger ce pays et servir de bouclier. Peu importe la force des 7 guerriers. Je les éliminerai, quel qu'en soit le coup. » Fargo lui a demandé, « Qui es-tu pour faire ça ?» Kenzal a répondu, « Peu importe qui je suis », et a dirigé ses épées vers Fargo pour le tuer. Les autres se sont réveillés et ont vu ce qui s'était passé. Ils ont couru pour aider Fargo, inconscients de la vérité. Mais quand ils ont vu ce qui était arrivé à XYPH et sa famille, ils ont attaqué Kenzal. Bibi a essayé de les arrêter, mais ils n'ont pas écouté et ont continué à attaquer Kenzal. La princesse s'est approchée de Kenzal sur son dragon, l'a attrapé, et a volé avec lui dans les airs. Kenzal a été emmené dans un endroit lointain avec ses amis. Vadé lui a dit, « Maintenant ton vrai moi a été révélé, l'apparence de l'épée noire. » Kenzal répondit à Vadé, « C'est toi qui m'as aidé à traverser de l'autre côté. Merci pour ça. » Puis il dit à la princesse, « Je ne peux rien faire maintenant, mais cela ne signifie pas que tu peux me tuer. » Pendant ce temps, Bibi racontait la bataille et disait aux autres que Kenzal n'était pas maléfique, et que Fargo était le responsable. Un des hommes demanda au chef de la tribu, « Tu crois ça ?» Le chef répondit, « Non, je n'y crois pas. Monsieur Fargo nous a montré une grande générosité, tandis que nous voyions Kenzal ressemblant à un monstre. » Bibi leur a dit, « Non, Kenzal n'est pas un monstre. » Et elle a pleuré en quittant la tente. Kenzal était assis seul quand la princesse est venue à lui. Kenzal lui a demandé, « Es-tu venu te venger de moi encore une fois ?» Elle a répondu, « Non, je suis venue ici pour te présenter mes excuses. » Elle lui a dit qu'elle n'avait pas pensé à ce qui s'était passé de la bonne manière, et que la mort de son frère avait laissé un vide en elle. Elle avait transformé son chagrin en quête de vengeance contre lui, mais maintenant elle était triste, et réalisait que Kenzal avait essayé de le sauver. Elle s'agenouilla et lui dit qu'elle voulait se racheter, mais qu'elle ne savait pas comment faire. Kenzal s'approcha d'elle et dit, « Lève la tête, Athé. » Il lui dit que c'était suffisant et ajouta qu'il savait qu'elle était une bonne personne, ce qui fit pleurer encore plus Athé. Le prince Stimfolich lança un regard noir à ses serviteurs. « Comment osez-vous m'appeler à une heure si tardive ?» Il exigea. Son aide personnelle, Rosan, s'inclina profondément. « Je vous présente mes sincères excuses, Votre Altesse, mais cette affaire ne peut attendre. » Stimfolich ricana. « Alors, vous me dites que un sang mêlé à l'intention de tuer les 7 héros. Quelle absurdité !» Rosan, d'une voix ferme, demanda, « Crois-tu vraiment que c'est de l'absurde ?» Stimfolich croisa les bras. Un simple guerrier des terres frontalières ou peu importe comment il s'appelle. Pensait-il pouvoir vaincre le noble prince Stimfolich? Ridicule. Il leur rappela que la branche Malan de la guerre avait tenu bon pendant des milliers d'années, repoussant d'innombrables invasions tant des terres frontalières que des forces obscures de Vichtik. Il a parlé des nombreuses guerres menées pendant son règne, en soulignant comment l'armée et le peuple avaient toujours été unis, les rendant implacables. En désignant la forteresse imposante qui les entourait, il continua. « Regardez comme ce château est bien fortifié. Il n'était autrefois rien de plus qu'un modeste bastion, mais grâce aux efforts des soldats et du peuple, il est devenu une salle de forteresse impénétrable sous mon règne. Mon nom se dresse aux côtés des grands héros de Malan, faisant de moi l'un des 7 héros. » Rosan, restant silencieux, se souvint soudain des mots de Queen, « Je vais éliminer les 7 trompeurs. » Une pensée étrange lui a traversé l'esprit. Pourquoi ces mots le hantaient-ils, alors qu'il était loyal à Stimfolich? Pendant ce temps, dehors, dans les appartements royaux, Rosan rencontrait les gardes du roi. L'un d'eux lui assura, « Que les chevaliers se reposent, nous gérerons les rebelles. » Ailleurs, Stimfolich observait ses gardes converser, jusqu'à ce qu'un serviteur entre précipitamment avec une nouvelle alarmante. Les portes s'ouvrirent en grand, et Fargo entra en trébuchant, recouvert de blessures de son combat contre Queen. Les yeux de Stimfolich s'écarquillèrent d'incrédulité en le voyant. L'un des 7 héros, alarmé par l'état de Fargo, se tourna vers les gardes. Les soldats sont en alerte maximale. Y a-t-il une menace imminente? Une guerrière écoutait attentivement. Les tambours de guerre résonnent, murmura-t-elle. Rosan s'avança, sa voix tendue. Je crois que Queen est en route. Les soldats étaient prêts, attendant leur ennemi. Le capitaine des gardes se tourna vers ses hommes. Le rebelle approche sur un dragon. Gardez les yeux sur le ciel. Un garde a parlé avec inquiétude. Cet ennemi est très compétent. Il a de l'expérience, et il a même coupé le bras de Lord Fargo. Un autre soldat, sa voix pleine de détermination, a déclaré, « Nous protégerons le château jusqu'à notre dernière goutte de sang. Nous devons défendre les 7 héros. » Rosan observait la vaste armée de la ville de Mulan. C'est une force redoutable, il en a convenu.
Ces soldats sont des guerriers honorables. Ce ne sera pas une bataille facile pour Queen. Il considéra alors quelque chose d'encore plus critique. Le destin de l'Empire reposait sur la survie des 7 héros. Si nous les protégeons, l'Empire restera stable. Et si nous éliminons Queen, l'ordre sera rétabli. Pour des raisons qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer, des larmes lui montèrent aux yeux. Alors que 2 gardes patrouillaient sur les murs, ils aperçurent le dragon s'élevant au-dessus. Le capitaine des gardes donna un ordre. Préparez-vous au combat. Archers, prenez vos positions. Les archers tirèrent immédiatement une volée de flèches. Mais le dragon les a tous habilement évités. Un des 7 héros se tourna vers un soldat à proximité. Le prince Tim Foolish a autorisé l'utilisation de la grande arme. Un instant plus tard, la massive machine de guerre émergea. Sa taille énorme choquait même les guerriers vétérans. Fad, regardant de loin, pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Cette chose est énorme, murmura-t-il. Se tournant vers Queen, il demanda, tu savais ça? Queen, imperturbable, répondit, bien sûr. L'extérieur du château a changé, c'est pourquoi. Pendant ce temps, le commandant en charge de l'arme s'adressa à ses troupes. C'est le moment d'écraser ces rebelles. Ils ont osé s'opposer au prince Tim Foolish. Il continua, cette arme a déjà vaincu les ennemis des terres sombres de Vishtik. Un simple bâtard n'a pas besoin d'un tel niveau de force, mais il doit être puni pour son audace d'avoir mutilé Lord Fargo. Cela servira d'exemple, la trahison ne sera pas tolérée. De retour à l'intérieur de la forteresse, le prince Tim Foolish se tourna vers Fargo. Ce sont les rebelles, demanda-t-il. Fargo, épuisé et blessé, acquiesça sombrement. Oui, ils le sont. Le prince Tim Foolish regarda Fargo, son expression froide. Tu ne peux pas te permettre une autre blessure, dit-il. Recule et regarde la bataille. Tout cela à cause de ton échec. Et maintenant, nous sommes forcés de corriger tes erreurs. Pendant ce temps, Aa se tourna vers Kain. Les guerriers dragons veulent que nous ciblions l'arme, dit-elle. Que devons-nous faire maintenant? Kain se remémora un moment de son passé, à l'époque où il était avec le prince Tim Foolish. À l'époque, un groupe de guerriers était venu s'enquérir de la grande arme. Kain leur avait dit, elle est encore en maintenance, cela prend plus de temps. Un des guerriers avait répondu, alors il n'y a pas de problème. Si cela prend trop de temps, nous éliminerons les ennemis nous-mêmes avant de partir. Secouant la mémoire, Kain se tourna vers Tim Foolish. Reprenons le travail. Il jeta ensuite un coup d'œil au prince et remarqua, je ne savais pas que tu étais doué pour la sculpture sur pierre. Tim Foolish sourit, je n'ai pas non plus été né voleur, répondit-il. Mais qui aurait pensé que le plus grand épéiste de la ville était aussi le fils d'un forgeron? Il a ri avant d'ajouter, même un ancien voleur, comme moi aide maintenant à défendre l'Empire. Son regard s'adoucit, honnêtement, je ne m'attendais jamais à me battre à vos côtés. Mais je dois admettre, je suis content que nous nous soyons rencontrés. Kain sortit de ses souvenirs, son expression s'assombrissant de colère. Il prit son envol près du château, attirant l'attention des gardes, qui tirèrent immédiatement une nouvelle volée de flèches sur lui. Le gardien de la grande arme regardait la bataille se dérouler. Nos dragons ne ratent jamais, dit-il avec confiance. Chacun d'eux défend le château de toutes ses forces. L'ennemi ciblera sans aucun doute l'arme, et quand ils le feront, ils seront réduits en cendres. Un soldat courut vers lui. La grande arme est complètement chargée. Le gardien hocha la tête. Alors ouvrez les chambres 1 et 2, elles doivent être remplies d'eau. Sur le toit du château, les soldats reçurent l'ordre de tirer leurs flèches à pleine puissance. En même temps, Kain et ses alliés manœuvraient à travers le ciel, évitant le barrage de projectiles. Malgré leurs efforts, les guerriers dragons n'ont pas réussi à toucher. Fad a appelé, Kain, voler ne fonctionne pas pour nous en ce moment. Pourquoi n'attaques-tu pas en retour? Ahat s'épuisé a répondu, j'ai utilisé tous mes sorts de foudre. Je ne peux plus les ralentir. Kain regardait l'armée de Mulan, ses pensées s'emballant. Ils sont redoutables, admit-il à lui-même. Son esprit dériva vers le passé. S'il te plaît, ne te mets pas en travers de mon chemin. Rosan regardait la bataille se dérouler, ses prédictions se révélant exactes. Je savais que Kain aurait du mal, murmura-t-il pour lui-même. Mais alors, ses yeux vacillèrent d'incertitude. Cependant, c'est une nuit de pleine lune. Il pensa à cette possibilité. Peut-être qu'il réussira. Mais une autre pensée persista. Kain abandonnerait-il ses alliés et son dragon ailé pour survivre? Rosan serra les poings. Non, il ne le ferait pas. Il ne les a jamais abandonnés. À la grande arme, les soldats se sont tournés vers leur commandant. La 7e chambre est complètement remplie, ont-ils rapporté. L'arme est prête à être lancée. De retour au château, le prince Tim Foolish a ri, le son résonnant dans les couloirs. Il s'est tourné vers Fargo. Regarde autour de toi, a-t-il dit avec suffisance. Tu vois tous ces soldats. Ce château, cette arme. Son sourire s'élargit. Tout cela existe pour me protéger. Alors que Kain et ses alliés s'approchaient de la grande arme, Ahat parla avec urgence. Nous nous rapprochons. Kain dégaina ses épées. Ses yeux brûlaient de détermination. Ils ne reculeront pas, dit-il. Je sais que leur loyauté est profonde. Le gardien de la grande arme donna l'ordre. L'air crépitait d'énergie alors que le massive. L'arme a déclenché une dévastatrice attaque de foudre. Pendant un instant, tout a disparu. Kain, le destin d'Ahat et leur dragon n'était nulle part en vue. Le gardien a souri. C'est le sort de tous les rebelles. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière éclatante a jailli sur le champ de bataille. Les soldats ont protégé leurs yeux. Personne ne pouvait rien voir. Lorsque la lumière s'est éteinte, le dragon était toujours là. Mais cette fois, il était seul. Il n'y avait aucun signe de Kain, Ahat ou Fad. Ils avaient déjà infiltré le château. Fad a expiré de soulagement. Eh bien, au moins nous sommes encore en vie, mais c'était Reckless 7 pour vous. Kain a ricané.
Imprudent. Il a expliqué qu'il avait anticipé cette attaque dès le début et s'y était préparé. Le coup de la grande arme était puissant, mais en dispersant l'énergie en utilisant la magie de la fée noire, l'attaque a été convertie en eau. Il a ensuite révélé que le canal souterrain était relié à une fuite secrète. Si bien caché que même les soldats n'étaient pas au courant de son existence. Fad plissa les yeux. Et comment le sais-tu? Qu'un sourit avec malice. Parce que je l'ai construit. Alors qu'ils s'approchaient de l'entrée du passage, ils furent pris au dépourvu par Grebin sortant de l'ombre. Les yeux de Grebin se plissèrent. Que faites-vous tous ici? Il les regarda avec méfiance. Cet endroit n'est connu que de ceux qui sont proches du prince Stimfolich, mon frère aîné. Qu'un soutint son regard sans hésitation. J'ai des affaires avec Stimfolich. Fad intervint. Où est Fargo? Ah, enchaîna, sa voix tendue. Et où est ma sœur, la princesse Sharon? Qu'un avança. Laissez-nous passer, Grebin. Grebin hésita avant de parler. Ni mon frère ni le prince Stimfolich ne sont dans le château. Ils sont allés profondément sous terre, dans un endroit appelé le sanctuaire. Seuls mon frère et Stimfolich sont au courant, et ils y sont maintenant. Qu'un l'observa. Pourquoi nous dis-tu cela? Tu es l'un des guerriers d'élite servant sous Stimfolich. L'expression de Grebin s'assombrit. Parce que j'ai vu la véritable forme de mon frère lors de la dernière bataille contre vous. Sa voix tremblait, et des larmes lui montaient aux yeux. J'ai vu ce qu'il est vraiment, et c'était horrifiant. Il prit une respiration tremblante. Il m'a élevé, protégé, mais en même temps, il se tient aux côtés de Stimfolich, commettant des crimes indicibles. Un lourd silence s'ensuivit. Grebin continua. Il m'a confié cette mission dans le passé pour vous amener ici. Sa voix se brisa en l'admettant. J'étais aussi celui qui a livré la princesse Sharon à eux dans le sanctuaire. Les mains de Fad se sont crispées alors qu'il attrapait Grebin par le col. Où se trouve ce sanctuaire? A posé une main prudente sur l'épaule de Fad. Fad, fais attention, cela pourrait être un piège. Grebin a croisé leurs regards. Vous devez me croire, a-t-il supplié. Je ferai tout pour expier mes erreurs. Je n'ai jamais voulu révéler cela, mais vous méritez de connaître la vérité. Quince l'a observé un long moment avant de hocher la tête. Je te crois, a-t-il soupiré. Je ne prétends pas être un expert en personne, mais je pense que tu dis la vérité. Il fit alors un geste en avant. Emmène-nous à Fargo et Stimfolich. Pendant ce temps, au sanctuaire, le prince Stimfolich se tenait au-dessus de Fargo. Je sais que tu souffres, dit-il froidement, mais celui qui nous chasse est déjà ici. Je ne te laisserai pas mourir parce que nous sommes liés l'un à l'autre. De retour à l'entrée du sanctuaire, Grebin conduisit Quince, et Fad vers les portes du sanctuaire. À leur arrivée, les yeux du gardien de la porte se plissèrent. Qui sont-ils? Grebin. Grebin sourit en coin. Une belle sélection de femmes, dit-il, en dévoilant l'une d'elles. Le garde hésita avant de déverrouiller la porte, leur permettant d'entrer. Une étincelle de souvenir refit surface, remontant à l'époque où Grebin déguisait 1500 femmes pour le faire passer inaperçu auprès des gardes. Je livrais des femmes aux prêtres du sanctuaire, expliqua Grebin. Je ne savais jamais ce qu'il leur arrivait après, mais on m'avait dit qu'elles étaient purifiées. Leur sang de fée extrait avant d'être envoyé quelque part en sécurité. Le souvenir s'estompa, et ils revinrent au présent. Grebin s'adressa au garde. Je veux livrer ces femmes au commandant Fargo en personne. Le garde lui jeta un coup d'œil. Tu sais qu'il est à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Fargo sortit. Ses yeux se plissèrent en apercevant Grebin. Pourquoi m'as-tu appelé cette fois-ci? Son ton était impatient. Laisse les femmes et pars. Grebin ne bougea pas. Je veux savoir ce que tu prévois de faire avec elles. Sa voix était ferme. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres que j'ai livrés avant? Qu'est-ce que toi et Stimfolich leur avez exactement fait? Le regard de Fargo s'assombrit. Pourquoi me parles-tu ainsi? Grebin serra les poings. Parce que j'ai vu ce que tu as fait aux parents de Zeph. Je t'ai vu les transformer en monstres. L'expression de Fargo s'assombrit alors qu'il exhala lentement. Donc, tu m'as vu. Il murmura. Ça explique ton ton. Il admit qu'il avait caché la vérité à Grebin, révélant que pendant que Grebin avait pour mission de rassembler des femmes au sang de fée, lui-même avait été chargé de éliminer les rebelles dangereux qui avaient infiltré Mulan. Ils avaient commis des crimes contre l'ordre, ajouta Fargo, sa voix ferme. Grebin serra les poings. Alors, quel genre de pouvoir les a transformés en monstres? Fargo hésita avant de répondre. Cela faisait partie d'une expérience menée par l'Inde. Les nobles qui voulaient tester un pouvoir corrompu. Il soupira. Le prince Stimfolich n'en sait rien. Et personne sous son règne ne devrait jamais utiliser la malédiction de Vistik. Sa voix s'est abaissée avec amertume, même avec des rebelles essayant de tuer les 7 héros. Je n'ai jamais pu me résoudre à utiliser ce pouvoir. Un ricanement chaud. Cet homme est un menteur éhonté. Grebin se tourna vers Fargo, la voix tremblante. Frère, puis-je te faire confiance? Fargo sourit. Bien sûr, je tiens ma parole. Il assura Grebin qu'il servait à la fois lui et Stimfolich. Mais il y avait des choses qu'il ne pouvait pas encore révéler, y compris leur mission actuelle. Il y a des affaires que je dois garder pour moi pour l'instant. Stimfolich m'a confié quelque chose de bien plus grand. Il soupira. Pardonne-moi pour cela. Grebin secoua la tête. Pas besoin de s'excuser. Je ne t'ai jamais douté. Il prit une profonde inspiration. Maintenant, tout est clair pour moi. Je ne pensais pas de la bonne manière avant. Je te demande seulement de me pardonner. Se tournant vers Quin et le reste du groupe, Grebin dit, maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? La vérité a enfin été révélée. Il se retourna vers Fargo, sur le point de s'excuser encore une fois. Mais avant qu'il puisse finir, Fargo l'a frappé. Un coup de couteau brutal a transpercé la poitrine de Grebin. Et avant que quiconque puisse réagir, Fargo a porté plusieurs coups dévastateurs sur son corps. Ta part est terminée, dit Fargo froidement.
Une flèche finale siffla dans l'air, visant droit la tête de Grebin, mais Quint l'a bloqué juste à temps. Sans hésitation, Quint s'est jeté sur Fargo, leurs armes s'entrechoquant violemment. On a fini de parler, grogna Quint. J'ai entendu plus que suffisamment. Fargo sourit. Toujours aussi lent, il se moqua. Puis, avec un rictus, il demanda « Pourquoi l'as-tu même amené ici ?» Les yeux de Quint brûlaient de fureur. « Mon erreur a été de te laisser vivre. » Fargo inclina légèrement la tête. « Peut-être pouvons-nous conclure un marché. » Il épousseta négligemment son manteau. « Je te donnerai la princesse Sharon. Tu la prends et tu pars. De cette façon, ta réputation reste intacte. Et tu restes le grand héros des terres frontalières. Tout ça, pour une seule femme. » Il désigna la porte. Pourquoi continuer à attaquer le domaine de Stimfolich? Le regard de Quint s'aiguisait. Est-elle ici? Fargo sourit avec dédain. Oui. Quint resserra sa prise sur son épée. Bien, alors je te tuerai en premier. Prends-la et avançons. Il n'y aura pas d'accord parce qu'après ça je vais tuer Stimfolich. Un silence s'abattit sur la pièce. Tout le monde était stupéfait. Les yeux de Fargo se tournèrent vers Grebin, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Tu veux savoir ce qui est arrivé à ces femmes avant? Il demanda. Puis, d'un geste de la main, il les révéla transformées en des créatures monstrueuses, leurs figures grotesques remplies de souffrance. Une rage bouillonnante s'empara de Quint. Son corps trembla alors qu'il serrait les dents. Fargo ricana. Ce sont eux. La fureur de Quint éclata. Grebin fixa les figures monstrueuses devant lui, les yeux embués de larmes. Une profonde tristesse s'empara de lui, mais avant qu'il ne puisse parler, la fureur de Quint éclata. Sans hésiter, il se rua sur Fargo, sa lame fend dans l'air. Cependant, Fargo fit face à l'attaque sans effort, bloquant la frappe avant de repousser Quint en arrière. Tu ne peux plus me vaincre, railla Fargo, sa posture inébranlable. Avec une précision rapide, il déchaîna une pluie de coups. Mais Quint contre-attaqua chacun d'eux, refusant d'être submergé. Quint recula vers Fad, qui observait le combat se dérouler. Pourquoi n'utilises-tu pas ton arme cachée, conseilla Fad. Tu pourrais en finir maintenant. Je ne peux pas, répondit Quint, sa voix basse. Mon pouvoir ne se manifeste que sous le ciel ouvert. Je puise ma force dans la lune. Ahat a saisi sa chance et a foncé sur Fargo. En même temps, Fad attaquait de l'autre côté. Pendant que Quint lançait une attaque frontale. Fargo, les yeux vifs, voyait à travers leur tactique. Il concentra d'abord son attention sur Quint, lui infligeant un coup vicieux qui l'a blessé au bras. Fargo esquissa un sourire. « Votre temps est compté », lança Théil avant de lever ses lames pour finir Quint. Mais juste au moment où Fargo s'apprêtait à frapper, Grebin, malgré ses blessures, lança son arme vers Quint. L'attrapant en plein vol, Quint tordit son corps et, dans un mouvement rapide, a planté la dague droit dans le centre du front de Fargo. La pièce est devenue silencieuse. Le corps de Fargo s'est raidi, son expression figée dans l'incrédulité avant qu'il ne s'effondre inerte au sol. Quint se tourna vers Fad et Aha. Continuons à avancer. Fad jeta un œil au corps de Fargo. Et ce bâtard. Quint ne lui jeta pas un autre regard. Allons-y, dit-il à nouveau, sa voix froide. Les trois d'entre eux avancèrent. Derrière eux, Grebin s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son visage alors qu'il pleurait son frère tombé. Stimfolich, perdu dans ses pensées, se remémora un moment du passé. À l'époque, il se tenait aux côtés de Quint, observant les gens. Il marchait autrefois vers leur mort. Il avait réfléchi. Regarde comme ils sont heureux maintenant. Il avait ensuite incité Quint. Viens, rencontrons Galen et les autres. Quint lui avait lancé un regard. Tu as beaucoup changé depuis le bon vieux temps, Stimfolich, avait-il remarqué. Tu étais un voleur à l'époque, avait souri Stimfolich. Tu te moques de moi maintenant, n'est-ce pas? Revenant à la réalité, Stimfolich se tourna alors qu'un garde s'approchait. Les rebelles ont infiltré le royaume, rapporta le garde. Comment Fargo gère-t-il la situation? Devons-nous intervenir? Stimfolich fit un geste de la main pour balayer la question. Préparez-vous, leur ordonna Théil. Fargo reviendra bientôt, portant les têtes des rebelles. Il jeta alors un coup d'œil à un document sur son bureau, souriant à ce qu'il lisait. Alors, murmura Théil, ils ont capturé un descendant d'une lignée rare. Un soldat se tenait à proximité, expliquant, de temps en temps, un descendant du clan frontalier Charlando né avec des traits extraordinaires. Bien qu'ils ressemblent à des humains, leur corps porte un puissant sang de fée. Leur essence même déborde d'énergie. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Le sourire de Stimfolich s'élargit. Vraiment. Il étudia à nouveau le rapport avant de commenter. Elle ne ressemble pas à la saleté habituelle des terres désolées. Devons-nous commencer maintenant? Demanda le soldat. Stimfolich hocha la tête, épuisé chaque goutte de son sang. Ne laissez rien derrière. Alors que Quinn stormait dans le royaume, les gardes tombaient. Devant lui, abattus avant même qu'il ne puisse réagir. Pas à pas, il avançait vers Stimfolich. L'expression de Stimfolich s'assombrit, ses doigts se serrant en poing. Imbécile inutile, murmura Théil, réalisant que Fargo l'avait trahi. Quinn s'arrêta devant lui. La colère de Stimfolich éclata. Que fais-tu ici? Quinn le regarda froidement. Tu as beaucoup vieilli, Stimfolich. Stimfolich plissa les yeux. Qui es-tu? Les cris de la princesse Sharon résonnaient dans la chambre alors que son sang était drainé, la douleur évidente dans sa voix. Fadine un chapeau, qui n'a pas perdu de temps, se précipite vers elle pour arrêter le rituel. Stimfolich, impassible, fit un geste à ses gardes. Arrêtez-les, ordonna Théil. Immédiatement, les gardes illuminèrent la chambre, révélant une scène macabre en dessous. Fadine un chapeau, des piles d'os jonchant le passage devant lui. Les yeux de Fad se plissèrent de dégoût. Que diable faites-vous, idiot noble?
Stimfalch sourit en coin. Je suppose que vous, rebelle, êtes venu ici pour sauver la princesse Sharon, dit-il nonchalamment. Au lieu de t'opposer à moi, tu devrais me louer. Je suis le prince Stimfalch, l'un des 7 héros. Sa voix avait un air grandiose. Cette fille sera la pierre angulaire de mon règne éternel. Un noble héros comme moi mérite le pouvoir de régner indéfiniment. Qu'un, peu impressionné, s'avança et l'interrompit. Assez, dit-il froidement. Tu es tombé plus bas que je ne l'aurais jamais imaginé. Alors que Fad, portant un chapeau, abattait les gardes restants et libérait Sharon de ses entraves, Fad se tourna vers Stimfalch, à peine capable de contenir sa colère. Tu es dégoûtant, cracha-t-il. Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça? Stimfalch, apparemment imperturbable, se moqua. Vous paierez tous pour votre insolence, déclara-t-il. Je suis un héros noble, l'un des 7. Vous devriez me remercier de vous protéger des forces de Vishtik. Ses yeux se fixèrent sur Kain. Et toi, tu dégaines vraiment ton épée contre moi, pour une fille de sang mêlé. Le regard de Kain s'assombrit. Pour un bref moment de ta vie, tu as été un noble guerrier, dit-il. Mais maintenant, tu es devenu quelque chose de bien pire. Et ça s'arrête ici. Cette cruauté insensée, ce cycle de violence sans fin, tout s'arrête maintenant. L'expression de Stimfalch vacilla, quelque chose s'éveillant derrière sa façade arrogante. Ses poings se serrèrent alors qu'il lançait un regard noir à Kain. Qui est ce garçon? Se demanda Théil. Pourquoi me regarde-t-il avec ses yeux? Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il avait longtemps enfoui, de la colère. Kain ne lui laissa pas le temps d'y réfléchir. Il s'élança en avant, sa lame brillant vers Stimfalch. Mais le prince était rapide. Il esquiva la frappe avec aisance. Kain pivota et frappa à nouveau. Mais Stimfalch leva son arme à temps, l'acier s'entrechoquant contre l'acier. Stimfalch laissa échapper un rire. Tu es rapide, je te l'accorde, il se moqua. Pourtant, je ne vois pas comment tu as réussi à vaincre Fargo. Ah, profitant de la distraction, murmura. Je vais chercher un autre moyen de sortir aux étages supérieurs. Sans attendre de réponse, elle se précipita vers les escaliers. Stimfalch lui jeta à peine un coup d'œil. Et maintenant, ma petite guerrière traîtresse, dit-il à Kain, son sourire s'élargissant. C'est mon tour. Prépare-toi à être puni pour ta trahison. Il se tourna vers sa garde personnelle. Allez, amenez-la maintenant. L'emprise de Kain se resserra autour de son épée. Stimfalch ria. Ce petit humain ne représente aucune menace pour nous, railla-t-il. Il devrait considérer comme un honneur d'être aux mains de l'un des 7 héros. Puis, avec une vitesse mortelle, il lança son attaque. Kain esquiva à peine la première frappe. Le duel avait commencé. Stimfalch chargea à nouveau, ses frappes implacables. Stimfalch sourit en esquivant les attaques de Kain. Éviter tes frappes ne fait pas de moi un faible, railla-t-il. Tu es peut-être habile avec une épée, malgré ton humanité, mais, dans un mouvement soudain, il taillada le bras de Kain, faisant couler le sang. Je suis l'un des 7 héros. Tu es bien trop faible pour me défier. Kain a exhalé brusquement, jetant un coup d'œil à sa blessure. Tu as esquivé la plupart de mes attaques, admit-il, mais pas toutes. Stimfalch se raidit. Une nouvelle coupure était apparue sur son flanc, du sang s'écoulant de la blessure. Ses yeux s'élargirent de choc avant de se plisser de fureur. Toi, alimenté par la rage, il se jeta sur Kain une fois. De plus, attaquant avec une pluie de coups rapides. Kain a à peine réussi à esquiver, mais dans un contre-éclair. Il a entaillé Stimfalch dans le dos. Stimfalch a trébuché en avant, son esprit tourbillonnant. Qui est ce garçon? Comment un sang mêlé manie-t-il une épée comme ça? Pendant ce temps, à travers le champ de bataille, le fidèle garde de Stimfalch canalisait de l'énergie vers le guerrier tant attendu. Stimfalch serra les dents, sa frustration grandissant. Il chargea vers Kain avec une autre attaque implacable. Tous deux subissant des blessures dans cet échange brutal. Le duel faisait rage, leurs épées s'entrechoquant en succession rapide. Le sang peignait le sol sous eux. L'habileté inflexible de Kain laissa Stimfalch ébranlé. Alors qu'ils se séparaient brièvement, il demanda « Qui es-tu » Kain sourit. « Tu ne me reconnais toujours pas. » Sa voix devint plus sombre. « J'ai passé 20 ans à me préparer pour ce moment pour te tuer. » Un changement ondula à travers le corps de Kain. Sa vieille forme commença à émerger alors que des ailes noires comme du jet se déployaient autour de lui. Les yeux de Stimfalch s'écarquillèrent de terreur pure. « Non, c'est toi. » Les ailes noires se précipitèrent en avant, enfermant Stimfalch. L'instant d'après, Kain apparut derrière lui. Du sang jaillit du corps du prince alors que des blessures s'ouvraient sur sa chair. Stimfalch halta, titubant en avant. Impossible. Ton corps n'aurait pas dû survivre à cette bataille. L'expression de Kain resta froide. Tu devrais aussi être mort, après ce que tu m'as fait. Sa voix est tombée à un murmure létal. Tu as pris mon œil gauche. Tu t'es approché de moi comme un lâche et tu as tranché mon bras droit. La respiration de Stimfalch se coupa alors que son esprit était inondé d'un souvenir oublié. Non, cette nuit dans la forêt maudite. Il fixa Kain, sa voix à peine un murmure. Tu es, Acherie. Kain leva son épée. Après toi, le reste des 7 héros sera le suivant. Sur le côté, Aa s'exclama. Le traître qui manie la lance. Acherie. La stupeur de Stimfalch s'approfondit. Cette nuit-là, nous étions 7 à vous déchirer dans la forêt mortelle. Comment peux-tu encore être en vie? Kain serra les poings. Le pouvoir de ses ailes noires était écrasant. Mais il savait qu'il approchait de sa limite. Un coup de plus, et je le finirai. Il fonça pour le coup final. Mais soudain, son attaque fut interceptée. Un groupe de guerrières se jeta dans la mêlée, bloquant son attaque. Stimfalch éclata de rire. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps? Il se moqua de sa garde. Aa essaya d'intervenir, mais elle fut immédiatement maîtrisée par les guerrières.
Qu'un recula, son corps haletant d'épuisement. Merde, je ne peux pas continuer à me battre comme ça. Stimfalch s'avança vers lui. Ne le tuez pas, ordonna Théil. Il s'est arrêté juste devant Quin, le regardant avec curiosité. Dis-moi, comment as-tu obtenu cette apparence? Quin le fixa du regard, sa respiration saccadée. Le sourire de Stimfalch s'élargit. 20 ans ont passé, et tu restes si jeune. Quels moyens artificiels as-tu utilisés? Quel sang as-tu volé? Quel corps as-tu pris? Il se pencha. Dis-moi ton secret. Le poing de Quin se serra. Ce corps est le prix que j'ai payé pour ma vengeance. Sa voix tremblait de colère. J'ai attendu 20 ans pour que cette nuit te mette fin. Et maintenant, après tout ce temps, c'est ce que tu veux me demander. Le garde de Stimfalch s'approcha de lui. Nous devrions célébrer, dit le prince, son sourire devenant sinistre. Nous avons obtenu le corps parfait et il est juste devant nous. Quin poussa un rugissement furieux et se jeta seulement pour être rapidement retenu par les guerrières. Soudain, un bruit a rompu la tension, des pleurs. Les femmes retenues suppliaient de l'aide. L'une d'elles sanglotait, des larmes coulant sur son visage. Les yeux de Quin se déplaçaient entre elles. Elles sont encore conscientes. Il scruta la pièce. Les filles n'étaient pas seulement des gardes, elles souffraient. Piégées dans quelque chose de bien pire que la servitude. Sa vision se brouillait. Sa colère débordait. Son corps s'est effondré. Stimfalch rit. Bien, il a été apaisé. Il se tourna vers son garde. Apportez-moi la malédiction du corps. Le garde s'avança, révélant une petite créature qui se tortillait. Le sourire de Stimfalch s'élargit. Tu es revenu après 20 ans, se moqua Théil. Il est temps que nous nous réunissions correctement, il désigna la créature. Avec cette malédiction, tu ne pourras plus jamais te battre, tout comme Fargo. Le garde s'approcha, la créature se débattant dans sa prise. Puis Quin a ri. Un rire froid, glaçant. Stimfalch fronce les sourcils. Qu'est-ce qui est si drôle? Le sol trembla. Une ombre monstrueuse surgit du dos de Quin, une bête comme on n'en avait jamais vu. La créature poussa un cri perçant, déchirant les guerriers qui la retenaient. Stimfalch recula, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça? La bête rugit, éviscérant les gardes en un instant. Le sang éclaboussa les murs. Le rire de Quin grandissait, résonnant dans la chambre. Stimfalch, reprenant son calme, rugit. Tuez-le. Tuez-le maintenant. Ces guerriers d'élite se précipitèrent en avant. Ils n'approchèrent même pas. Quin les abattit sans effort. Le rire continua. Qu'un seul a laissé tomber une grosse pierre sur Stimfalch, lui causant une douleur immense. Fad a alors appelé Qu'un seul avec étonnement. Peu après, le député de Stimfalch est arrivé et s'est exclamé « Quelle force incroyable !» Cependant, il a été immédiatement frappé par Qu'un seul, ce qui a conduit à sa mort. Qu'un seul s'est ensuite tourné vers Stimfalch et lui a dit qu'il allait maintenant le tuer sans aucun regret. Il a porté un coup qui a tranché le bras de Stimfalch, lui causant une douleur atroce. Stimfalch a supplié Qu'un seul en disant « Attends, parlons-en » et lui a rappelé qu'ils étaient autrefois proches l'un de l'autre. Il l'a supplié d'arrêter, mais Qu'un seul l'a frappé à nouveau, le tuant complètement. Qu'un seul a alors déclaré « Le premier est mort, et 6 autres restent ». Cependant, son arme, qui était sortie de son dos, s'est brisée, causant à Qu'un seul une douleur immense et le conduisant à perdre connaissance. Aa s'est précipitée vers lui, le rattrapant avant qu'il ne tombe au sol, et elle avait une profonde peur pour lui. Chérian a rassuré Aa de ne pas s'inquiéter pour lui. Aa a répondu à Chérian « Il est devenu si fragile, comment puis-je ne pas avoir peur ?» Chérian lui a dit « Ne t'inquiète pas, il est incroyablement fort, mais il a utilisé une quantité significative de son pouvoir, ce qui a causé cela. » Soudain, de l'eau a percé les murs, et Aa a dit qu'il devait partir immédiatement. Ils ont tous couru dehors aussi vite qu'ils le pouvaient. La scène se déplace vers Grebin, qui tenait le corps de son frère après sa mort, accablé de chagrin. Il se remémora alors le passé, se souvenant de la première fois qu'il a rencontré Fargo. Grebin avait sauvé une fille de la capitale, et Fargo l'a remercié, l'invitant à rejoindre l'armée du royaume. Fargo lui a dit qu'il deviendrait le leader des 10 guerriers et expliqua que cela se faisait sous les ordres du commandant Stimfolish, qui admirait ceux qui défendaient leur terre et leur pays. Fargo a alors demandé à Grebin s'il était d'accord. Grebin a répondu qu'il acceptait de tout cœur. Fargo a alors tendu à Grebin une arme spéciale appartenant à l'armée de Stimfolish. Grebin a dit à Fargo qu'il avait une demande, et il lui a demandé s'il pouvait l'appeler son grand frère. Fargo a répondu qu'il n'avait aucune objection, ce qui a rendu Grebin très heureux. De retour dans le présent, Grebin tenait l'armée, a dit qu'il l'avait aimé et toujours protégé. Cependant, il a admis qu'il n'avait pas vu le côté sombre de Stimfolish et ne pouvait l'aider ni se dresser contre les étrangers pour lui. À ce moment-là, Fad et Ahatz arrivèrent, et Fad appela Grebin, l'exhortant à bouger avant qu'il ne meure. Cependant, de l'eau tomba sur Grebin, détruisant la roche sur laquelle il était assis et le faisant disparaître complètement. La scène se déplace vers une astrologue, qui dit qu'une étoile avait été frappée par une flèche brillante de 2 couleurs. Elle expliqua que cette étoile était l'une des 7 grandes étoiles et se trouvait au nord lointain. L'histoire passe ensuite à Fad et Ahatz, qui volaient sur le dos d'un loup volant, fuyant rapidement le château. Pendant ce temps, un groupe d'astrologues s'est rassemblé, et leur chef a dit que ces signes n'annonçaient rien de bon. De retour au château, un garde a dit à un autre que l'endroit se remplissait d'eau. Un autre garde est arrivé et leur a dit qu'un noble était venu au château et qu'ils se rassembleraient tous dans la grande salle. Dans la grande salle, le chef leur a dit, elle, astrologue a confirmé que Stimfolish a été vaincu.
Pourquoi refusez-vous de croire cela simplement parce que son corps a disparu? Il leur a averti que cela provoquerait des troubles parmi le peuple et que beaucoup tenteraient de s'emparer du trône. Il les exhorta à empêcher cela et leur ordonna d'organiser des funérailles dignes du noble Stimfolich, puisqu'il avait donné sa vie pour le royaume. Ces mots touchèrent les gardes, et beaucoup d'entre eux pleurèrent pour Stimfolich. La scène change pour Pippi et Falbit, qui étaient en disguise et observaient ce qui se passait. Un homme dit à Pippi que c'était les funérailles du noble Stimfolich et du seigneur Fargo, qui avaient été tués par des rebelles infiltrés dans le château. Pippi ressentit une joie et se pencha vers Falbit, lui disant que c'était Kinzel qui les avait tués. Peu après, l'armée arriva, portant les corps de Stimfolich et Fargo. Les gens ont commencé à pleurer et à leur jeter des fleurs. Zef est arrivé, pleurant aussi, et a essayé de s'approcher de Fargo, mais les gardes l'ont arrêté. Pippi a essayé de l'appeler, mais Falbit lui a couvert la bouche. Pippi a alors dit, il est mal de le pleurer, Zef. C'est lui qui a tué tes parents. Et elle a commencé à pleurer. Fad est ensuite arrivé à l'endroit où se trouvaient Falbit et Pippi, et leur a dit qu'il les cherchait. Pippi a demandé à Fad, est-ce que Kinzel et Aad vont bien? Fad leur a dit, suivez-moi, et ils sont allés avec lui voir Kinzel. En voyant Kinzel, Pippi a couru vers lui et l'a étreint fortement, lui disant à quel point elle s'était inquiétée pour lui. Falbit a ensuite demandé à Fad, est-ce la princesse que tu cherchais? Fad a répondu qu'il l'avait sauvée avec l'aide de Kinzel et Grebin. Pippi a demandé à Kinzel comment il allait, notant qu'il avait l'air très fatigué. Kinzel lui a dit que c'était la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait, mais il lui a assuré qu'il se rétablirait bientôt. Falbit a commenté que l'endroit où il se trouvait était près de la route et a demandé s'il s'y sentait en sécurité. Fad a expliqué que Kinzel avait insisté pour rester à cet endroit. Kinzel a alors dit que cet endroit était près de quelqu'un qui lui était cher. Il s'est dirigé vers l'endroit où ses amis étaient enterrés. Pippi a demandé si cet endroit était vraiment si important pour Kinzel. Fad a expliqué que c'était là où Kinzel avait enterré ses amis qui avaient combattu à ses côtés il y a 20 ans et qui lui étaient très proches. Aat a alors révélé que le vrai nom de Kinzel était Ascarit, et qu'il était l'un des 4 héros qui avaient été trahis et tués par les 7 héros. Falbit a exprimé son incrédulité, disant « J'ai été à faire passer mes clients dans un endroit dirigé par des imbéciles. Je n'arrive pas à y croire. » Kinzel leur a dit qu'il en avait assez et leur a demandé de retourner à leur propre place. Cependant, Pippi a pointé vers les funérailles et a dit « Regardez ». Kinzel s'est retourné pour voir cela et a ressenti une montée de colère. Le capitaine des gardes s'est adressé à la foule, disant qu'un témoin devait être nommé pour témoigner des actes du noble Stimfolich. Il a ajouté « Il est malheureux que nous lui disions adieu maintenant, mais Stimfolich n'est pas vraiment parti, il vit dans nos cœurs. Il n'a pas été tué par l'épée de l'ennemi de manière dishonorable. Nous devons exaucer son dernier souhait, qui était de protéger Mulan de tout danger. » Le capitaine leva alors son épée en salut à Stimfolich, et les autres gardes firent de même, en pleurant en le faisant. Pippi remarqua que cet enterrement grandiose était pour 2 personnes méprisables qui ne le méritaient pas. Fad les maudit, en disant « Personne n'a vu les actions de ces morts, et maintenant ils sont enterrés aux côtés des honorables. » Aat s'ajouta « C'est le fou qui a torturé ma sœur, l'Empire et son peuple. » Kinzel dit alors « Et les 6 autres restants, il les tuera aussi. » Ces figures bien-aimées, protégées par les meilleurs soldats, tomberont. Il leur a dit de se replier pendant qu'ils étaient encore en sécurité. Kinzel et son groupe se sont endormis. Falbut a demandé à Pippi si elle avait du mal à dormir, puis lui a demandé « Encore, tu ne veux pas accompagner Kinzel ?» Pippi a répondu qu'accompagner Kinzel l'exposerait à beaucoup de choses. Et qu'elle serait aussi un fardeau pour lui dans sa mission. Falbut lui a dit qu'il était difficile d'accompagner Kinzel, mais a ajouté « Et si je te disais que tu ne serais pas la seule à l'accompagner ?» Aat se tenait près du feu, et Chéri s'est approché d'elle en disant « Il est clair que tu as pris ta décision d'accompagner Kinzel. » Aat a répondu qu'elle ne pensait pas que Kinzel aurait besoin d'un faible combattant comme elle, mais elle ne le laisserait pas seul. Kinzel sortit de la cabine et s'approcha de Fad, qui volait sur un dragon. Fad atterrit et dit à Kinzel « Je suis désolé, je ne peux pas t'accompagner, car j'ai quelque chose que je dois protéger. » Il promit de rendre à Kinzel ce qu'il avait fait pour lui un jour, et lui demanda de prendre soin d'Aat. Kinzel se retourna et vit qu'Aat, Falbut et Pippi ne l'avaient pas laissé seul, ils avaient décidé de l'accompagner. La scène se déplace vers le château, où l'un des 7 héros dit à Rosan qu'il devait informer le marquis de ce qu'il avait vu, et de ce qu'il savait sur le héros des terres frontalières. Rosan pensa que faire cela mettrait Kinzel en danger et l'exposerait à la colère des 7 lances. Cependant, en tant que membre des 7 lances, il se sentait obligé. Il alla alors voir Gaelim et lui dit qu'il avait quelque chose à partager. Les 2 filles entrèrent chez Barista, mais Barista avait l'air en colère. Il regarda alors l'une des filles et vit son boucle d'oreille, puis il la tua immédiatement. Le garde entra chez Barista et lui demanda ce qui s'était passé. La Barista lui a dit de regarder son boucle d'oreille et lui a dit qu'elle était venue ici pour le tuer. Nous sommes passés au leader, qui était en réunion avec le reste des 7 héros. Il leur a dit qu'il devait trouver le tueur de Stimfolich et le tuer aussi. Puis l'un des héros a dit à la Barista « Je pense que tu es la prochaine sur la carte de ce rebelle. » La Barista lui a dit qu'elle voulait le rencontrer pour qu'il le regrette beaucoup. Nous sommes passés au village de Limda, où les gardes du héros Barista ont saisi les biens et les femmes du village et l'ont aussi détruit. Puis l'un des hommes a demandé à l'un des gardes « Pourquoi faites-vous cela ?»
vous êtes nos gardes. Le garde lui a dit, nous croyons que le rebelle. Le garçon se cache peut être ici quelque part à proximité. Un des gardes a dit, on dit que le rebelle a une cicatrice sur l'œil et est plutôt petit. Puis Kinzel est venu vers eux et les gardes lui ont demandé, qui es-tu? Kinzel leur a dit, vous vous emparez des choses simples du village, et il s'est moqué d'eux. Le garde lui a dit, qui es-tu pour te moquer de nous? Puis un autre garde a dit qu'il était le rebelle qui a tué Stemfolich. Les gardes l'ont ensuite attaqué, mais il les a tués d'un coup de son épée. Nous sommes allés à la taverne où Valbia, Ahat et Bibi sont allés travailler. Valbia leur a dit qu'ils avaient fait un excellent travail. Ensuite, ils sont allés dans la salle de pause et Valbia a dit au gérant de la taverne qu'elle resterait avec elle quelques jours de plus. Le gérant de la taverne lui a dit, je n'ai aucune objection. Puis Bibi a dit, tout cela est parce que Kinzel nous a quittés, et elle se sentait triste. Nous avons déplacé notre attention vers Kinzel, qui observait les gardes de loin. Puis un homme s'est approché de lui et lui a donné une carte. Kinzel l'a saisie et lui a dit, il manque une partie de cette carte. L'homme lui a dit, bien sûr, et lui a expliqué qu'après avoir construit le château du gouverneur, dans la région nord, ils ont interdit la distribution des cartes qui incluait cette zone. Il lui a dit qu'il pouvait lui en obtenir une autre s'il lui payait de l'argent. Kinzel lui a répondu, non merci, celle-ci est bien. Puis l'homme est parti et Kinzel s'est dit que recueillir des informations n'était pas facile. Il a aussi dit qu'il fallait se calmer et faire attention lors de son attaque. Nous sommes allés à la taverne, où certains jouaient. Une scène reconstituant l'assassinat de Stemfolich. Bibi a dit qu'ils imitaient Kinzel, et racontaient ce qui leur était arrivé. Alors l'un des gardes, le gouverneur, dit, avez-vous arrêté ça, et leur cria dessus. Puis l'un des gardes s'approcha du présentateur et lui dit, comment osez-vous prononcer le nom de monsieur Stemfolich comme ça et faire jouer cette foule contre lui? Il lui dit qu'il est venu ici pour s'amuser et regarder les filles, pas pour entendre cette histoire ennuyeuse. Puis il attrapa l'acteur qui imitait Kinzel et le poussa, en disant, c'est toi qui as tué le roi Stemfolich. Il était sur le point de le frapper, mais un hôte intervint à temps et bloqua son cou. Puis le garde brisa une baguette haute. Le garde a alors dirigé un coup vers un chaud, mais un guerrier est arrivé, a attrapé le garde et l'a repoussé. Le guerrier a ensuite vérifié l'état de l'acteur et lui a demandé s'il allait bien. L'acteur a dit merci et lui a dit qu'il allait bien. Puis le guerrier a demandé à une chaude si elle allait bien. Ensuite, il lui a dit, c'est toi qui dansais tout à l'heure, et lui a dit que sa performance était aussi très bonne. Le garde s'est réveillé et a demandé au guerrier, comment oses-tu toucher l'un des hommes du gouverneur? Le guerrier lui a dit, je suis désolé, mais je voulais voir le spectacle jusqu'à la fin. Mais tu as interrompu ma visionnage avec tes actions. Puis il lui a dit, ne peux-tu pas donner à ce spectacle ce qu'il mérite? Puis il lui a dit qu'il conseille aussi les gens et leur dit ce qu'ils devraient faire. Et il lui a dit que ce type de spectacle est très rare de nos jours. Le garde a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ce barga? Puis ils l'ont attaqué pour le tuer. Nous sommes passés à Kinzel, qui a entendu des hommes parler de une bagarre à l'intérieur de la taverne où se trouve son équipe de filles. Nous sommes allés à la taverne, et le garde a dit qu'il avait de vives douleurs, et le reste des gardes étaient allongés sur le sol. Puis le guerrier demanda au présentateur de garder ce masque, et qu'il lui serait cher. Puis le guerrier quitta la taverne, et Kinzel était dehors. Lorsque le guerrier passa près de Kinzel, il ressentit quelque chose d'étrange, mais il dit, c'est une fille, mais je pense qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire. Puis il continua à marcher. Kinzel dit, je pense que c'est le guerrier qui était en train de se battre à l'intérieur, et il a frappé les soldats du gouverneur. Il se dit, je l'ai senti un instant, mais il me montre une grande hostilité. Puis il se demanda, a-t-il découvert mon secret? Il a aussi dit qu'il devait être très prudent. Nous sommes montés avec Rosen sur le guerrier, et il a dit qu'il était bon qu'il soit venu le chercher. Puis ils sont partis en navire volant. Le guerrier a dit à Rosen, as-tu entendu la nouvelle? Il est possible que le rebelle vive dans ce village voisin. Rosen lui a dit, j'ai envoyé 4 chevaliers le chercher partout. Et je pense qu'il le cherche maintenant partout. Le guerrier a demandé à Rosen, connais-tu ces chevaliers? Il lui a répondu, ce sont Altzin, Elissar, Krexon et Dreste. Le guerrier lui dit, tu as envoyé un groupe de marginaux. Puis il lui demanda, les héros ont-ils dit un homme fort? Il lui répondit, j'ai reçu un coup dans la jambe de sa part. Puis il m'a laissé seul, et j'ai été vaincu parce qu'il a été gentil avec moi. Le guerrier fut surpris et dit, gentil lors d'un combat. Puis il lui demanda s'il voulait qu'il laisse cette tâche aux 4 chevaliers et qu'il s'éloigne. Nous sommes arrivés au village de Limda, et le chef des gardiens dit aux gardes, avez-vous été battu par quelqu'un? Honte à vous. Il a également disloqué vos articulations, et elles ont été rétablies par les gardes de la ville. Le garde lui a dit, c'est vrai bien sûr. Le chef des gardes lui a dit, alors avance, et montre-moi l'articulation qui a été rétablie. Le garde s'est avancé vers le chef des gardes. Puis le chef des gardes a saisi sa main et l'a cassée, ce qui a fait crier le garde de douleur. Il lui a dit, maintenant ta main a été cassée par un soldat de la ville libre. Puis il leur a dit, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous nous sommes rendus à la ville libre, où les 4 chevaliers étaient en réunion avec le maire. Elissar, l'un des 4 chevaliers lui dit, voudrez-vous nous faire rester dans cette ville encore 10 jours pour faire notre travail? L'un des maires lui dit, bien sûr, c'est une tâche facile pour moi. Il leur dit de ne pas violer leur liberté de quelque manière que ce soit. Puis une grosse pierre vint vers ce maire et faillit lui coûter la vie. Mais il l'évita. Puis Elissar dit, je pense que cette attaque est un message pour quelqu'un. Alors le maire fut surpris et dit, pourquoi l'armée du gouverneur est-elle venue ici? L'un des gardes lui dit, vous êtes accusé d'abriter un ennemi de l'État à l'intérieur.
Le maire lui dit, je n'ai personne. Il leur a dit qu'il avait laissé leurs soldats seuls hier sans leur faire de mal. La garde du gouverneur lui a dit de se taire. Il lui a dit qu'il lui offrirait deux options, soit remettre le rebelle à eux, soit il le chercherait dans toute la ville. Élissar s'est avancé vers le soldat et lui a dit d'arrêter. Le soldat lui a demandé, qui es-tu? Elle lui a dit qu'elle était Élissar, l'une des chevaliers du groupe de la 7e lance. Elle lui a dit que quand ils savent que quelqu'un comme eux travaille pour les 7 héros comme eux, ils ressentent un grand regret. Elle lui a dit, tu as lancé un projectile sans avertir. Et je pense que cette ville est libre par ordre de l'empereur. Donc tu dois partir d'ici immédiatement. Espèce de déchet. Elle lui a dit qu'elle pensait que cela était dû à un malentendu. Et qu'elle leur pardonnerait pour cela. Il lui a dit, qui es-tu, sale? Elle lui a répondu, je suis Élissar Ranclaf, fille d'Artax Ranclaf. Tu veux savoir autre chose? Le soldat avait peur et lui a dit, je ne te connaissais pas bien. Il lui a dit qu'il partirait d'ici immédiatement. Elle lui a dit, je resterai ici pendant 10 jours, et je ne veux pas trouver l'un de tes soldats tant que je n'ai pas terminé ma quête du tueur du héros. Il lui a dit, bien sûr que je ferai cela. Puis il s'est approché et lui a dit, puis-je avoir 10 soldats avec vous pour cette mission? Élissar a demandé l'avis du maire. Il lui a dit, je n'ai aucune objection. Élissar a dit, alors nous sommes prêts maintenant. Nous nous dirigeons vers le navire. Rosen a demandé au guerrier Rosen, les 4 chevaliers sont-ils forts? Rosen lui a dit qu'ils ne confrontent pas leurs forces. Puis il lui a dit qu'autrefois, il y avait des nobles de la ville de Valkrand qui se sont rebellés. Ensuite, le général a demandé des renforts au leader, Glyn. Puis ils ont envoyé ces 4 là-bas pour évaluer la situation. Élissar a dit à l'un des soldats de ne pas aller au fort parce que c'est très dangereux. Élissar lui a dit, je ne peux pas laisser les soldats seuls pour ne pas être déshonorés. Puis ils y sont allés et ont tué le chef de la rébellion. Et la révolution a été réprimée par les 4 chevaliers. Puis il est revenu au présent et a raconté au guerrier que personne seul ne peut vaincre le tueur des héros. Le guerrier lui dit qu'il était surpris et ne savait pas que le tueur avait cette histoire pleine de victoires. Il lui demanda de lui donner une chance de prouver sa valeur. Puis il lui dit qu'il pourrait très facilement le tuer sur le chemin, ce qui fit changer l'expression de Rosen en une grande inquiétude aussi. Nous passons à Bibi, qui se dit, où es-tu maintenant, Kenzal? Puis les 4 chevaliers ont fait irruption dans la chambre de Bibi, la laissant choquée. Bibi leur demanda, qui êtes-vous? Élissar lui dit qu'il s'excuse profondément et ils ont expliqué qu'ils cherchaient quelque chose. Elle a mentionné que les héros avaient encore fait une erreur cette fois. Bibi pensa, ils cherchent Kenzal. Puis l'un des chevaliers dit qu'il se sentait très fatigué. Et un autre ajouta, nous devons faire une pause. Le 3e chevalier dit, tu dois comprendre la taille de la ville dans laquelle nous cherchons, et leur expliqua que ce qu'il cherchait était un être humanoïde, avec du sang de fée, ce qui rendait sa détection difficile pour sa propre fée. Il ajouta, ce n'est pas ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Élissar s'excusa auprès de Bibi de l'avoir effrayé ainsi, puis dit au chevalier, retournons à la chasse. L'un des 4 chevaliers s'est arrêté puis a dit à Bibi, tu es de la lignée murale, et lui a dit qu'elle pourrait peut être fusionnée avec les fées et utiliser son pouvoir pour la communication spirituelle. Il a mentionné qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant et en était heureux. Élissar a dit, allons-y. Et ils portèrent leurs camarades chevaliers, qui continuaient à louer Bibi même en s'éloignant. Puis l'un des chevaliers a dit, regarde Sophie. Elle n'a jamais agi de cette façon auparavant. Et il a ajouté, je pense que nous nous rapprochons de notre cible. Bibi a dit, cette fée regardait Kenzal, ce qui signifie qu'il est à proximité. Je dois informer Aas et Falbit. Nous nous sommes tournés vers Kenzal, qui a dit, je pense que j'aurai beaucoup de temps, mais je ne peux pas quitter cette ville maintenant. Si je pars, je ne saurai pas où se trouve le château de Barstan ni les détails de la région. Kenzal a rencontré les 4 chevaliers, et Élissar a demandé, penses-tu que c'est le garçon rebelle? Un des chevaliers a dit, Sophie est celle qui nous a amenés ici. Elle sent son sang. Élissar a dit, tu caches la cicatrice que tu as avec du maquillage. N'es-tu pas le tueur de héros? Puis elle se présenta et l'informa que, puisqu'elle était chargée de